Dana Burlac, bonsoir et bienvenue donc dans Variant les éditions en live, VLIL pour les intimes. Est-ce que déjà vous pouvez commencer, alors vous êtes directrice littéraire des éditions L'Observatoire, est-ce que déjà vous pouvez présenter votre parcours et comment vous êtes arrivé à la tête des éditions de l'Observatoire, entre guillemets à la tête, on sait que Muriel Bélier Oui. est directrice évidemment, mais j'imagine que le rôle de directrice littéraire est assez ample. Alors, donc, les de l'Observatoire, donc je présenterai après, je me présente moi d'abord, mais en gros, moi, donc j'ai commencé dans l'édition, je vais peut-être commencer avant. Moi, j'ai un parcours, vous comprendrez après, mais un peu international. J'ai des parents sud-américains qui viennent d'Uruguay. Bon, bref, et j'ai beaucoup vécu à l'étranger, au Brésil, aux États-Unis. Enfin, pas pour vous ennuyer avec ma vie, mais c'est pour vous expliquer que j'ai parlé beaucoup de langues. Et c'est ça aussi qui m'a mené, ça plus la passion des livres, à l'édition peut-être. Et donc, j'ai fait des études, je ne sais pas, un peu comme quand on fait des études littéraires, on ne sait pas trop où on va, une prépa, fac d'anglais. Et ensuite, j'ai fait pas mal, je suis partie à l'étranger beaucoup, comme ça, en Australie. Et puis, et voilà. Et après, j'ai fait une école d'interprète. Et horrible, hyper stressant, ça ne m'a pas plu du tout. Et un jour, on m'a dit, bah, t'aimes les livres, t'as qu'à aller dans une maison d'édition. Et c'est comme ça que j'ai déboulé chez Flammarion, où là, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué, mais c'est génial. Je vais travailler avec des auteurs, avec des livres, avec des traducteurs. Donc là, c'est idiot, hein, mais une révélation. Et j'ai passé 6 ans chez Flammarion, où j'étais, donc vous savez, on est assistante éditoriale. Voilà, à la fin, j'ai réussi à être éditrice, enfin, c'est ce qu'on appelle, enfin, voilà, pouvoir peut-être choisir des textes. Et après, j'ai passé 6 années après ça chez De Noël, où là, j'étais éditrice en littérature étrangère, je faisais aussi un peu de français, je faisais aussi ce qu'on appelle de la non-fiction et principalement de la fiction. Et c'est là qu'au bout de 6 ans, on est venu me chercher à l'Observatoire pour être directrice littéraire, ce qui est un titre un peu, c'est vrai, c'est un peu pompeux pour dire éditeur, mais disons que c'est, on va dire, le parcours peut-être, c'est ce qu'il y a au-dessus en fait du poste d'éditeur. Mais ce qui est agréable, enfin ce qui est plutôt chouette, c'est que du coup, je choisis, et vous l'avez vu à l'Observatoire, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a une toute petite collection de littérature, contrairement aux maisons où j'étais avant, où il fallait faire 60 livres par an, 50 livres par an, c'était un peu l'usine. Là, c'est génial, on me demande de faire peu de livres, de les faire bien, et de faire de l'étranger et du français, ce qui est plutôt rare, parce qu'en général, en France, on aime bien mettre les gens dans des catégories, on vous dit, vous faites soit éditeur littérature étrangère, soit du français. Et moi, on m'a dit, tu fais les deux, parce que Muriel Bélier, donc, qui dirige l'édition de l'Observatoire, donc vous la connaissez un peu, mais enfin, la maison, c'est une maison assez jeune, qui a 4 ans. Donc là, c'est la 4e rentrée littéraire de l'Observatoire. C'est une maison qui fait beaucoup de non-fiction, donc de documents, d'essais, des politiques, enfin tout ça. Et Muriel a tenu à développer les romans, et elle a raison. Mais sauf que c'est vraiment une réflexion, c'est bien plus que faire des romans, c'est comment on les fait, comment on fait en sorte que ça marche, comment on rend la littérature étrangère et française cohérente. Et donc, j'ai une dizaine de titres par an, et on va en reparler, mais c'est agréable. Et du coup, ce poste de direction fait que je peux, avec Muriel, mais choisir mes titres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres maisons, par exemple. Est-ce qu'on peut déjà balayer le terrain des personnes avec lesquelles vous travaillez? J'aime énormément citer les gens qui sont entre guillemets Ah dans bah oui. l'ombre. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on les mette aussi en avant. Avec qui travaillez-vous, Dana Burlac? Surtout qu'en plus, c'est l'avantage, on est donc une petite maison dans un groupe qui s'appelle Humaine 6. C'est important aussi pour que tout le monde, vous Voilà. savez, Hachette, il y a Gallimard, enfin Madrigal, il y a Editis, tout ça. Et donc Humaine 6 est au sein on est au sein d'un groupe qui s'appelle Humaine 6 où il y a Belin, donc du scolaire, il y a les PUF, tout ça. Et nous, à l'Observatoire, on est diffusé par Flammarion, ce qui est bien parce qu'on a une petite structure diffusée par un gros groupe, et je vous en parlerai après, mais ça permet d'avoir vraiment une force de frappe en librairie. Mais tout ça pour dire qu'on est une petite maison, on est quoi, une dizaine, et en fiction, par exemple, donc je travaille avec une merveille de personnes, enfin franchement, elles sont toutes merveilleuses. C'est vrai que la bonne ambiance contribue au fait qu'on travaille tout ensemble de manière harmonieuse et intelligente. Donc, il y a une éditrice qui s'appelle Lise Bérard, avec qui je travaille de façon vraiment, on choisit les titres ensemble, vous raconterez après comment on travaille peut-être, mais on bosse les textes ensemble, on voit les auteurs ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Il y a Amandine Labansat
qui est donc l'attachée de presse qui s'occupe des romans, voilà, qui est géniale. Et c'est pas seulement être attachée de presse, c'est un poste hyper ample. Elle gère aussi un peu les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est quand on parle de lancer un auteur, Amandine va me dire, mais oui, mais est-ce que tu as pensé à ça? On parle vraiment du lancement des textes en amont. Donc, c'est vraiment une stratégie de communication qu'elle développe autour des textes et autour de la maison même. Il y a Camille Tomasicchio qui est la directrice commerciale. Et ça aussi, c'est un poste hyper important. Elle gère les relations avec justement la diffusion, avec les libraires. C'est vraiment à elle que je vais demander tout plein de choses sur justement, et cet auteur, si on le met en janvier, tu penses qu'il a ses chances? Et est-ce que la FNAC, est-ce que machin, est-ce que... Voilà. Donc, il y a Camille. Il y a aussi très, très important, on travaille avec ce qui s'appelle un bureau de surdiffusion. Donc, ce sont toutes ces personnes qui vont faire les relations libraires. Donc là, elle s'appelle Catel Davo. Et elle m'a vraiment... en fait, c'est génial. C'est ce que je n'avais pas dans les autres grosses maisons. Avec Catel, avec Camille, en fait, on va voir les libraires dans toutes les villes de France. Là, bon, c'est un peu compliqué avec la période. Mais elle me pousse en fait à parler aux libraires, à leur présenter les livres, à leur aider à connaître. Vraiment, personnellement, les uns après les autres, on est à Strasbourg, à Dijon, à Limoges, enfin, voilà. Sinon, pour terminer, il y a plein de gens, voilà, Christine, Mariam, avec qui on s'occupe de tout ce qui est administratif, parce que ça, c'est hyper important aussi. Il y a le service des cessions, vous savez, dont le travail est de vendre les droits des titres aux poches, à l'étranger et pour l'audiovisuel. Donc, il y a Sandrine, il y a Elisa. Donc, voilà, on n'est que des femmes. Et Muriel Bénère, qui est la chef et qui gère d'une main de maître la non-fiction et la fiction, et qui est quelqu'un d'assez visionnaire. Donc, c'est assez stimulant. Je crois que justement, on peut parler d'Hélène aussi, peut-être. Et d'Hélène, bien sûr, évidemment, qui s'occupe des réseaux sociaux, bien sûr. Hélène Valencourt. Et voilà, et avec qui, justement, on parle de vous, pareil, de communication, qui est très importante. Et je rebondis justement sur Humaine 6. On avait reçu les éditions Passé Composé il y a à peu près un mois, je crois, qui nous disaient qu'ils étaient dans vos locaux également. Donc, vous êtes tous, toutes les maisons d'édition sont dans les mêmes locaux. Ça, j'imagine que c'est aussi un avantage pour la maison évident. Oui, même si c'est vrai qu'on est, nous, par exemple, on est au 8e, Passé Composé. Enfin, on est tous un peu, après, il y a les services, vous savez, le juridique et tout ça. Donc, on a tendance parfois à être un petit peu entre observatoires, mais c'est rigolo, on fait des fêtes au 9e étage, enfin à l'époque on pouvait faire des fêtes, et voilà, donc mais c'est rigolo, et ça change des maisons, on va dire des grosses maisons, le fait qu'il y ait du scolaire, le fait qu'il y ait des sciences humaines, c'est hyper intéressant aussi. En fait, ça permet, parce que je trouve que parfois en littérature, on a trop, comment on peut dire ça poliment, mais on se la pète un peu, enfin c'est un peu ce truc, on fait des livres et ça fait du bien d'être avec des gens qui font et des essais et des manuels scolaires, enfin toutes sortes de bouquins. Il n'y a pas que les romans. Je trouve que ça fait du bien d'être dans cet univers-là. Isabelle? J'arrive pas à dire mon micro. On ne te voit pas, mais le micro, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Bon. Ah, d'accord. Bonjour Dana, merci pour cette conférence, cette rencontre. Du coup, vous êtes dans les locaux de Flammarion tous ensemble? Non, en fait, on est dans l'immeuble Humaine 6 qui est à Port-Royal, mais c'est vrai que la particularité, c'est vrai que c'est un peu étrange. Humaine 6, donc, c'est ce groupe qui a donc l'observatoire et tout ça. Toutes les maisons, à part l'observatoire, ont leur diffusion interne. Mais l'observatoire est diffusé par Flammarion. Et comme moi, c'est mon ancienne maison, c'est vrai que du coup, en arrivant à l'observatoire, je les connaissais un petit peu, les directeurs des ventes, les représ, tout ça. Mais voilà, donc on a notre immeuble propre. On n'est pas dans le 13e avec Flamme. D'accord. Mais du coup, ça a facilité la diffusion, le fait de connaître. Oui, oui, de toute façon, tout est une question de. C'est idiot ce que je dis, mais de relationnel. C'est vrai que c'est aussi, vous savez, il y a l'exercice de quand on publie des livres, par exemple, les livres de la rentrée. Et c'est pour ça que le virus, tout ça, ça a changé beaucoup de choses et qu'il faut s'adapter. Mais on fait des réunions représentants. Donc, vous êtes là avec un micro, ils sont 30, parfois ils sont 50. Donc, ça, c'est les représentants. Et il ne suffit pas d'aller les voir et leur dire « Ouais, alors j'ai un gros coup de cœur, c'est trop bien. Donc, maintenant, il faut mettre le paquet, il faut en vendre des dizaines. »
il faut leur parler, enfin déjà normalement, apprendre à les connaître, voir ce que les gens ont envie de lire, voir ce qui marche. Il faut entendre leurs critiques aussi quand ils vous disent « Ah, bah, la couve, là, ça ne va pas. La mise en place, ça ne va pas. » Enfin, donc voilà, donc c'est un échange et pas plutôt un truc un peu dictatorial. Et je rebondis une fois de plus sur l'histoire de groupe, parce que très souvent, quand je propose ce genre de rencontre, on vient me voir et on me dit « Mais oui, mais l'Observatoire, ce n'est pas indépendant. » À mon sens, c'est totalement faux. Vous êtes une structure éditoriale indépendante. Tous vos choix sont indépendants et c'est difficile de vous écarter de la… Alors oui, vous faites partie d'un groupe, mais à mon sens, l'édition, ce n'est pas forcément que ça et c'est aussi une indépendance éditoriale. Et donc ça, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus parce que je trouve ça dommage qu'on écarte certaines maisons du fait qu'elles soient dans un groupe. Oui, mais c'est vrai. Et en plus, alors, je ne citerai pas de nom, mais pour avoir connu pas mal d'autres maisons où, en effet, enfin, j'ai connu Flammarion à l'époque où ils appartenaient à des Italiens. Enfin bon, bref, voilà. Moi, je trouve qu'à l'Observatoire, en tout cas, en plus, je suis pas, c'est pas pour être corporate, je m'en fiche, mais j'ai une liberté totale. Et c'est incroyable. Alors après, il faut savoir quand on va. Le truc, c'est que pas mal de maisons d'édition, les grosses maisons un peu à l'ancienne, fonctionnent par comité édito. Donc non seulement il y a, on va dire, les actionnaires, les gens qui possèdent la maison, mais bon, bref, et il y a le comité édito, les petites tensions en interne, je ne sais pas quoi. Moi, vu que je suis toute seule, enfin, je suis avec Lise et au-dessus, il y a Muriel, c'est d'une efficacité totale. Donc, quand j'aime un texte, je vais la voir et je lui dis, voilà, j'aime ce texte. Et franchement, jusqu'à présent, elle m'a toujours dit, et sans lire, hein, elle m'a toujours dit, vas-y. Donc ça, sincèrement, je trouve ça fou. Et c'est vraiment, ça donne beaucoup, 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 beaucoup de liberté et ça permet une grande créativité. Alors après, oui, on est dans un petit groupe, il y a un actionnaire, il y a des choses économiques, évidemment, sinon on ne pourrait pas y arriver. Et moi, je parle vraiment pour la fiction, parce qu'après, voilà, la non-fiction, il y a, c'est Muriel Beyer, qui est vraiment une éditrice de non-fiction de talent, qui a tous ses auteurs politiques. Mais moi, pour ma partie, en tout cas, j'ai une liberté incroyable. Voilà. Merci, Dana. Stéphanie? Ah, j'entends pas. Oui. Le micro, Stéphanie? Stéphanie, on t'entend pas. Ah, c'est bon. Non? Stéphanie qui a fait un super coup de cœur pour Maud Simoneau, je crois, non? Oui? C'est ça. Mais je ne vous entends pas. On t'entend pas, Stéphanie. Essaie de te reconnecter. Ouais, essaie de te reconnecter. Sophia, à toi. Vous avez tous un problème. Ah, c'est bon. Si, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok, merci. Bonsoir Dana. Alors moi j'avais une petite question aussi toujours par rapport au fait que donc vous êtes lié à un groupe. Est-ce que vous avez l'impression justement que votre édition, elle évolue au fil du temps? Parce que je suis allée en librairie à midi du coup pour voir un petit peu donc, vos éditions, les romans de la rentrée. Et le libraire me dit que le livre que je cherche n'est plus en rayon, que le bouche à oreille commence à fonctionner visiblement et que les livres de votre rentrée sont épuisés. Du coup, c'était lequel? Ouais. Je cherchais Manche-Terre. Ah, bon, bah écoutez, ouais. Voilà. C'est pas grave, hein, je me suis rabattue sur Aline, du coup, sur Aline, et du coup, qui est fort intéressant. Je l'ai commencé entre midi et 2. Et je voulais savoir donc, si vous ressentiez ce fait d'avoir de plus en plus de visibilité et d'être de plus en plus connu aussi. En fait, ce que je trouve agréable, c'est que moi, je suis je pense que c'est… J'avais parlé de ça une fois, j'ai eu la chance de parler à Oliver Gallmeister, qui est un peu un dieu, je trouve, et c'était passionnant, qui me racontait justement que ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire peu de livres, il faut faire des bons livres. Enfin, Et c'est vrai que ce que je ressens, moi, ça va faire quasiment 2 ans que j'y suis, mais c'est vrai que je sens que ce travail avec les libraires paye. C'est incroyable les fruits que ça peut donner. Je sens que pareil, les représentants, cette rentrée, exactement ce que vous dites, c'est vrai qu'on a dû réimprimer pas mal de titres avant même la publication parce qu'il y avait un bon bouche à oreille. Alors ça, on sent en amont parce que c'est des libraires. La FNAC, parfois, vous savez, la FNAC
pilote des titres. Donc là, la FNAC avait pris des titres un peu plus que d'habitude. Donc, c'est vrai que ça permet de… Après, franchement, c'est tellement… La période est tellement étrange qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que moi, bon, on en reparlera avec le roman de Maud, justement, mais c'est une question d'alignement d'étoiles. Et quand tout est au vert, bah, c'est plutôt positif. Et là, bon, bah, j'espère qu'il arrivera, qu'ils recevront des exemplaires bientôt. Mais le fait que Manche-Terre, qui est un petit roman argentin que j'ai adoré, qui est vraiment une pépite hyper littéraire, hyper… Enfin, moi, j'ai trouvé ça super… C'est pas un roman évident, mais c'est un roman magnifique qui puisse trouver voilà, les lecteurs et avoir des coups de cœur de libraire, c'est génial. Et ça, c'est juste parce que je fais 3 ou 4 romans étrangers par an et que je peux, parce que la littérature étrangère, bon, ce sera peut-être un autre débat, mais c'est compliqué. On nous dit de plus en faire. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'édition et 15 ans qu'on nous dit « Ouais, non, faut peut-être arrêter un peu ». Muriel ne pense pas comme ça. Muriel Beyer, elle pense qu'un bon livre est un bon livre. Moi, je suis trop d'accord. Mais il faut se battre pour que la littérature étrangère, je trouve, continue à exister. Là, je ne parle pas des grosses maisons qui ont des super titres, enfin, qui ont des gros titres et tout ça. Mais quand on a une petite pépite argentine, un premier roman, il faut se relever les manches, quoi. Donc, c'est super, en fait, c'est bon signe. Et je le sens un peu, oui. Martine? Bonsoir, vous m'entendez? C'est bon. Oui. Un petit peu faiblement, mais ça va. Oui, ouais. Je vais parler fort. Bonsoir Dana. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la période compliquée. On a souvent abordé la période du confinement dans les rencontres qu'on a pu faire avec d'autres éditeurs. Et j'ai vu que sur le site de l'Observatoire, que vous aviez créé une collection et après, pendant le confinement, qui est plutôt des essais. Donc j'aurais bien aimé que vous nous en parliez. Et j'aurais aimé savoir si vous auriez pu imaginer une collection comme celle-ci, mais plutôt avec de la littérature, avec des petites nouvelles ou des extraits de livres. Alors, très bonne question. Alors, je ne peux pas vous parler en détail parce que c'est vraiment pas ma partie, mais évidemment, comme on est tous au même étage, je suis avec intérêt ce qu'ils font. Alors, il y aura plusieurs choses pour le confinement. On pourra en reparler aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, nous, ce qu'on a pu mettre en place parce que l'avantage de faire peu de livres, c'est qu'on a décalé un seul titre. Je fais une petite digression, mais on avait vraiment un titre qu'on sortait en avril de Salomé Bodino et moi j'ai tout de suite appelé l'auteur et au lieu de lui dire qu'on allait la décaler en mai, enfin voilà, je lui ai dit moi je te décale d'1 an en mars 2021 parce que sinon ça va être… D'ailleurs, la preuve, c'est que les ventes en librairie ont vachement repris, mais tout le monde a sorti des bouquins pour les libraires. Ça devait être… Enfin, j'imagine même pas le boxon. Donc, on a décalé Salomé parce que moi, ce que je voulais, c'était que Émilie Houssa, qui est sortie le 4 mars, vive un peu. Et d'ailleurs, grâce aux libraires, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, on n'a rien décalé. Alors après, donc… Ça, c'est une idée vraiment de Muriel Beyer, la collection. Et après, c'est vraiment de demander à des penseurs, à des sociologues, des philosophes, des économistes de la maison et d'autres qui n'étaient pas de la maison, un peu de faire… vous savez, il y a eu la collection chez Gallimard Tract. Mais Tract, c'était beaucoup plus court. Là, c'était, voilà, je crois, 15-20 pages. Donc voilà, ça donc… Mais moi, je me suis dit, j'y ai pensé, on en a parlé, et moi, j'en ai parlé avec mes auteurs. Et en fait, je trouve que c'est un peu déstabilisant pour un auteur quand on lui dit « Est-ce que tu peux là me faire une nouvelle ?» Ça les a un peu… on ne l'a pas fait parce qu'en fait, ça faisait un peu artificiel. Je pense que les auteurs de non-fiction, ils sont beaucoup plus habitués à parler un peu du contexte comme ça. Un auteur, il a besoin… moi, je vois bien, hein, c'est des semaines et des mois, voire parfois des années. Donc, ça peut être une idée. Quand là, par exemple, j'ai Émilie Houssa qui a écrit des nouvelles qu'elle m'a envoyées. Elles sont super… Moi, j'adore les nouvelles. Et ben ça peut se penser, on peut travailler ça ensemble, peut-être faire un format numérique, enfin voilà. Mais ça ne peut pas être dans l'immédiat. Stéphanie, je ne sais pas si ton micro marche. Tu es revenue. Dis-nous tout. Non, toujours pas. Stéphanie, c'est bon? Non? Non, ça ne marche pas. Nathalie, alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dana. Donc moi, ça fait 4 ans que je lis votre fiction et je voulais savoir comment, de la maison d'édition, et je voulais savoir comment vous organisiez vos rentrées. Est-ce que vous sortez les 3 livres de que ce soit janvier ou septembre? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce qu'au contraire, vous essayez d'avoir le plus de variété possible?
comme vous sortez peu de livres ou pas? Comment ça s'organise pour savoir qui sort? C'est ça qui est agréable, c'est que et vraiment, il y a une vraie réflexion d'équipe. Par exemple, quand moi je me dis là, je pense que ça pourrait être pas mal parce que étranger, français, c'est un peu différent, mais parfois les auteurs français pensent que septembre c'est le meilleur moment, alors que septembre c'est très difficile. Donc c'est là aussi qu'on va en parler avec Camille, la directrice commerciale, avec Amandine, l'attachée de presse, avec Lise, on va se dire mais en fait déjà éditorialement qu'est-ce qui tient en septembre et est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on va pas par exemple tuer l'auteur. Un petit exemple, alors il y a eu le confinement, mais Émilie Moussa, c'était une auteure que j'avais que j'avais trouvée chez De Noël, que j'adore. Et c'était son deuxième roman. Et il y a cette légende du deuxième roman qui est très, très difficile j'allais dire à vendre, mais c'est difficile de publier un deuxième roman. Et je lui avais dit, tu vas voir, mars, avril, bon, malgré le confinement, et ça s'est bien passé parce qu'en fait, je pense qu'elle avait plus de place au printemps. C'est comme pour Thibaut Bérard, il sortira son deuxième roman au printemps prochain parce que je suis convaincue qu'il aura plus de place. Voilà. Donc là, par exemple, pour la rentrée, en fait, ça se fait assez naturellement, malgré tout. Il y avait ce texte argentin, par exemple, de Dolores Reyes. Moi, je me suis dit, il a les épaules. Il peut y arriver. Ça ne veut pas dire que le roman japonais, que d'ailleurs on va publier au printemps prochain, n'a pas les épaules. Ça veut juste dire, on s'est dit avec Amandine, en termes de presse, commercialement, éditorialement, tout était réuni pour qu'ils puissent se battre en septembre. Et en fait, pareil pour Karine Silla, c'est un peu vague ce que je vous dis, mais Karine Silla, Motsimono, en fait, c'était un peu c'était généralisé. De la même manière que ce janvier, donc c'est une petite rentrée. Là, d'ailleurs, elle est moi, la rentrée de janvier 2021, que j'adore, ça y est, elle est prête. Les textes sont prêts. On retrouvera Sigolène Vincent. Donc ça, c'est génial. Il y a une auteure que j'adore aussi, qui vient d'une autre maison. Il y a un roman italien. Donc voilà, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas plus que 3. Alors là, à la rentrée littéraire, là, il y a aussi Raphaël Enthoven. Donc mais c'est différent. C'est pas, moi là, je parle de la charte, même si Raphaël Enthoven peut s'accorder harmonieusement de tout ça. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait 3 titres, qu'il n'y ait pas trop de titres à la rentrée. Sinon, c'est beaucoup, beaucoup trop. Franchement, si ce n'est qu'à moi, je ne ferais que 2 presque. Mais bon, 3, c'est le max. Et vraiment, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait au printemps? Mais ça, c'est des trucs qui ça se pense, je dirais, 1 an et demi en avance. Moi, là, pour l'instant, 2021, par exemple, c'est tout prêt. Même la rentrée de septembre. Oui. Merci. Ah ouais. Vivement janvier pour Sigolène, alors. Janvier, Sigolène, avec un roman qui parle de George Harrison, des Beatles, qui est incroyablement psychédélique, moi j'ai adoré et j'étais très heureuse qu'elle reste avec nous. Et c'est pareil, si elle reste, Sigolène, je pense que c'est parce qu'on a adoré son texte, mais c'est cette équipe aussi. Si elle voulait, voilà, je pense que c'est quand on a peu d'auteurs, on peut les bichonner un peu et ils se sentent, je pense, à l'aise à l'observatoire, quoi. Fanny, sait-on jamais? Non, elle dit non. Elle dit non. Constance, alors. Est-ce que ça marche, moi? Oui, ouais. C'est bon. Super. Bonsoir, Dana. Bonsoir. Moi, c'est un petit peu comme Nathalie. J'ai commencé par découvrir votre fiction avec Des hommes couleur de ciel d'Anaïs Lebé. J'ai lu également. Ah, ça a dû couper là. Je suis restée, j'ai lu également. Ah, ça marche pas. Si, c'est bon, Constance. Non, moi, j'entends t'entends, pas. Constance, hein? Moi, non. Non. Moi, vous entendiez parce que moi, j'entendais plus rien. Non, si c'est bon. C'est bon. Là, je vous entends. Moi, je suis restée Anaïs Yobet et aussi Le silence d'Ezra. Et en fait, je trouve que déjà, c'est assez rare d'avoir des textes comme ça qui ont des partis pris. Parler de terrorisme, parler de la culture palestinienne aux États-Unis. J'ai trouvé que vos textes étaient très audacieux. Mancheterre, j'ai également lu. Et même si j'ai pas accroché au roman, je salue la dimension partisane de vos textes. Et ça, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à le pêcher à la fois
en littérature étrangère et en littérature française? C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle porte sur les couvertures, que je trouve absolument géniales, et savoir comment vous faites vos couvertures. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudra me répéter la deuxième question parce que j'ai une barre de poisson. Non, mais en vrai, alors, ce qui est chouette, c'est que cette ligne éditoriale, elle me convient parce que moi, je pense que c'est mon... Il y a toujours une part un peu de personnel. Et comme j'ai vécu beaucoup, j'ai vécu beaucoup moins en France qu'à l'étranger. Et je pense que ça m'a donné vraiment un appétit pour une littérature qui ouvre sur le monde. Enfin, c'est vrai que, par exemple, Thibaut Bérard, c'était presque une exception dans le sens où c'est un roman où c'est une forme d'autofiction, mais moi, ça m'a bouleversée et il y avait quelque chose d'extrêmement romanesque. Mais en général, comme par exemple, c'est un bon exemple, là, vous citez deux titres importants parce que Anaïs Yaubet, c'est une auteure que je trouve en arrivant et qui nous suit d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à lire son nouveau roman, c'est génial. Donc ça, ce sera bien pour bientôt aussi. Et Les silences d'Isra, c'est le tout premier livre que j'ai acheté pour l'Observatoire. C'était juste avant d'arriver. Et moi, ce que j'aime dans tous ces titres-là, c'est qu'ils nous disent des choses du monde, tout simplement, mais c'est hyper romanesque. Moi, j'aime pas trop il y a des bouquins, par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui me font un peu la morale, qui me disent il faut penser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, Le silence d'Isra, je trouve que moi, pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, j'ai trouvé ça incroyable qu'elle nous plonge dans cette culture-là de manière, c'est jamais manichéen, c'est vraiment, et c'est hyper subtil, parce que c'est quand même une femme palestinienne qui dit à quel point c'est compliqué pour elle d'être une femme libre et à quel point c'est dur d'être une femme musulmane aux États-Unis. Enfin, c'est quand même... Et ça, j'ai trouvé qu'en littérature américaine, moi, je suis un peu lassée de la littérature américaine. Ça fait longtemps que... à part, voilà, là, Egelmeister, il a un livre qui s'appelle Betty, c'est génial, il y a des livres. Mais en général, moi, j'ai des trucs que je me dis... Un peu comme en français, encore un couple de 40 ans qui se dispute, j'en ai ras-le-bol. Et là, Le silence d'Isra, mais qui a déjà lu un roman d'une femme musulmane palestinienne? C'est rare. Et en plus, elle écrit bien. Et en plus, c'est hyper romanesque et on sent les odeurs dans la cuisine et on est vraiment avec elle. Donc moi, c'est un peu ce que je cherche. Et je trouve qu'Anaïs Yaubet, elle réussit à faire ça aussi. Donc du coup, voilà, c'est un peu lié, je pense, à moi, à mon appétit pour, je pense, comprendre ce monde fou. Mais moi, il me faut quand même des bouquins où il y a une histoire. Il y a un truc où les personnages, un truc un peu basique de, voilà, je veux un roman. C'est comme quand je disais Zola, quand j'étais ado. Moi, je veux une vraie histoire hyper forte avec des personnages hyper forts. Voilà. Donc, mais du coup, c'est vrai que je tends vers ça et le roman. Et j'aime bien aussi les personnages historiques, comme Aline et les hommes de guerre, qui là parle d'un personnage qui a vraiment existé, donc une femme sénégalaise qui est née en 1920. Et là, c'est un peu bateau, mais j'aime bien qu'on réhabilite des personnages un peu méconnus. Et en janvier, ce n'est pas pour faire la promo de janvier, promis, mais il y aura un roman d'une auteure qui s'appelle Marie Charelle, qui était au Fleuve, et du coup qui nous rejoint. Et là, elle a pris un personnage, un homme qui a vraiment existé, qui s'appelait Sylvin Rubinstein, qui était un juif russe, né en 1920, qui était danseur de flamenco, et tout est vrai, hein. Danseur de flamenco, il avait une sœur jumelle. Sa sœur meurt dans les camps. Il est dévasté. Il s'habille en femme pour le restant de ses jours. Il devient résistant et tueur de nazis. Mais moi, quand j'ai lu son histoire, je ne m'en remettais pas. Et le livre de Marie Charelle était incroyable, mais vraiment incroyable. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle me parle d'un personnage qui a vraiment existé, mais elle me parle aussi d'une époque révolue, mais en mettant en lumière des choses, on va dire, du monde d'aujourd'hui. Donc voilà, moi, je cherche un peu tout ça à comprendre et à voyager. Ok, donc je disais que je venais juste de lire L'Enfant Céleste de Maud Simoneau que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai lu aussi au printemps Émilie Houssat, La possibilité du jour et donc je découvre un peu la maison d'édition que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte aussi en regardant dans le catalogue à la rentrée il y avait d'autres femmes comme Karine Silla ou Dolores Reyes. Et donc, je me suis demandé si c'était volontaire, cette volonté de mettre les femmes en avant. D'autant plus que vous avez mis sur votre site internet que votre ambition, c'était de publier des livres qui sont témoins de notre société. Et donc, est-ce que vous avez eu comme volonté de laisser parler des femmes pour évoquer le monde d'aujourd'hui ou donner un éclairage particulier, ou bien c'est le hasard de l'édition qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont représentées à cette rentrée? Je pense que c'est marrant parce que je me suis souvent, avec Amandine, on en parle souvent. Et
moi, je me dis que ces choses-là, on ne peut pas forcer, en effet, voilà, une sorte, moi, je ne pourrais jamais me dire, oh, je vais faire que des femmes, même s'il se trouve que là, on n'est que des femmes à l'Observatoire, et que quand je regarde les livres que j'ai pu publier auparavant, ou même là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, mais je pense que le hasard n'existe pas, donc il y a toujours, à mon avis, une sorte de cohérence qui se fait, malgré tout. Mais bon, si je reçois un texte enfin voilà, je ne ferai pas de favoritisme. Là, en janvier prochain, il y a un roman italien écrit par un homme. Mais c'est vrai que malgré tout, ça doit être inconscient, ça doit me tenir à cœur parce que, voilà, même chez De Noël, où j'avais une auteure brésilienne qui s'appelle Marta Battaglia, enfin, j'avais pas mal d'auteurs, en fait, c'était souvent des femmes et ça parlait quand même souvent soit de destin, de femmes, on va dire, ordinaires, avec des vies extraordinaires. Enfin, c'est vrai que dans le fond, ça doit me travailler parce que, en fait, mes livres parlent souvent de ça. Donc, oui, je pense que vous touchez du doigt quelque chose qui doit être important pour moi, mais je vous dis, je ne peux pas forcer ça se fait un peu naturellement, je pense. Et du coup, est-ce que vous pensez que le regard des femmes particulièrement, enfin, est-ce qu'il y a une différence entre un regard masculin et un regard féminin selon vous dans la littérature, ou bien ça n'a rien à voir là-dedans et ce qui compte finalement, c'est la façon de parler de l'humanité, peu importe le genre. Est-ce que vous pensez que dans les textes que vous avez lus, il y a quand même un grain particulier qui est apporté par la voix féminine? Je sais pas, je dirais de toute façon, moi, être une femme, c'est tellement. Enfin, oui, il doit y avoir un prisme particulier, mais par exemple, dans le roman italien, en fait, c'est que je sais, ça me dérange toujours un peu, c'est pas vous du tout, hein, mais quand on dit là, on voit que c'est un roman masculin, ou là, on voit que c'est un roman féminin, je pense pas. Je pense pas. Après, c'est vrai que par exemple, pour Etta From, évidemment que le fait d'être une femme au sein de cette communauté vivant aux États-Unis, ça aurait été complètement différent si ça avait été écrit par son horrible mari. Donc je pense que oui, c'est sûr que ça doit me toucher plus profondément, peut-être parce que je ne sais pas, je suis mère, ou je suis sœur, ou je suis fille, ou je ne sais pas, et qu'être une femme, c'est dur. Et encore plus dans certains pays, on est mieux lotis en France, mais bon. Donc je dirais que moi, est-ce que je saurais, par exemple, reconnaître en lisant un manuscrit si c'est une femme ou un homme qui écrit? Je ne sais pas. Je me suis souvent posé cette question. Je ne sais pas. Parfois, pour être très sincère, parfois avec Lise, on lit des manuscrits et on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est macho !» Mais bon, voilà, parfois on lit des manuscrits écrits par des femmes et aussi on fait ça en disant « Mais comment peut-elle dire ça ?» Mais c'est vrai que peut-être qu'on sent quelque chose, en effet, de plus féminin. Mais en tout cas, je ne vois pas les choses comme ça. Ouais. On revient sur les couvertures, Dana. Oui. Très important, la charte graphique qui est somptueuse avec ce petit liseré doré. Ah, et puis j'adore. C'est vraiment ce que j'adore faire. Et ce qui est génial à l'Observatoire, c'est que donc là, il y a une charte très, très établie. Donc, il y avait des maisons où il y avait une charte aussi, mais c'était plus, il fallait toujours un peu, c'est un peu les blanches là, il faut toujours un peu ce même visuel. Donc moi, voilà, j'ai vraiment à cœur, c'est avec Lise, Lise Bérard, qu'on choisit à chaque fois les visuels. Donc, c'est comme quand on choisit une rentrée littéraire, il faut qu'il y ait 3 titres, qu'il y ait une cohérence éditoriale, mais qui soient quand même assez variés. Il faut proposer des titres et des textes différents. On ne peut pas proposer le même texte à chaque fois. C'est pour ça que Maud, Karine, Dolores, c'est 3 textes complètement différents, mais qui sont peut-être unis par une thématique, en effet, je ne sais pas. Mais donc, les couvertures, moi, j'aime bien qu'il y ait à chaque fois, par exemple, une illustration, un tableau, une photo, par exemple. Et j'essaye, alors il y a plusieurs choses, j'essaye d'instaurer, je ne sais pas si vous le voyez, mais par exemple, une sorte de charte dans la charte pour la littérature étrangère, j'aime bien quand c'est illustré. C'est ce que j'ai fait avec Le Silence d'Isra. Parce que donc, ce roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui parle d'une jeune femme palestinienne, au début, alors je cherche pas mal de photos, je tombe sur des photos, il y avait une street artiste, c'était bien, mais et c'est là que parler à la directrice commerciale et à l'attachée de presse, c'est important parce que parfois elles vont me dire non, oh mon Dieu, mais qui va acheter ça? Et, enfin, voilà. Et parfois c'est du bon sens. Et là je tombe sur cette peintre libanaise qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Hélène Zugaib, qui est incroyable et qui fait des tableaux en plus dont la thématique résonne incroyablement avec le roman. C'est vraiment cette thématique de déracinement, de ne pas se sentir chez soi, dans son propre pays. Enfin voilà. Donc, et ça, c'était donc une couverture illustrée. Et suite à ça, pour donc Dolores Reyes, Gustavo Rodriguez,
Pour le roman de janvier, pour tous les romans étrangers, j'ai décidé de faire appel à des graphistes, dont une qui s'appelle Raphaël Faguet, et je trouve qu'elle fait des couves sur mesure. Donc là, par exemple, Dolores Reyes, je lui avais dit, donc on fait des sortes de briefs, et je lui avais dit un peu ce que j'avais en tête. Je voulais quelque chose un petit peu de luxuriant, de gothique. J'avais donné des visuels un peu de référence. Elle lit les bouquins, et après, boum, elle m'envoie ça. Elle fait ça pour Gustavo Rodriguez aussi. Donc, par exemple, pour la littérature étrangère, ce sera plus. Sinon, par exemple, quand je cherche des visuels, c'est un peu cliché. C'est un peu, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien quand c'est plein de vie, quand ça jaillit de vie, de lumière, de couleur. Et après, il y a des couvertures qui s'imposent, par exemple pour Karine Silla. Donc, comme ça parle d'une femme qui a vraiment existé, il y a une seule photo d'Aline Sitoé Diatta. Il y en a une, c'est celle-là, c'est celle qui est sur la couverture. Donc ça a été plutôt un challenge assez incroyable pour récupérer la haute def. Je ne vous explique même pas C'était ça, plus le confinement. Alors bref, voilà. Mais c'est marrant, il faut juste retrouver la haute def d'une carte postale qui date de 1940. Donc là, c'est une photo. Pour Maud Simoneau, pareil, c'est une photo. Mais c'est vrai qu'avec Lise, on passe beaucoup, beaucoup de temps à trouver les visuels parfaits. Il faut que ça plaise aux auteurs. Il faut que ça plaise aussi aux repris. Il faut que ça plaise à tout le monde. Et surtout, moi, je fais un truc un peu bête, hein, mais je regarde le bouquin et je me dis, est-ce que moi, je le vois en librairie? Est-ce que j'ai envie de l'acheter? Et le silence d'Isra, quand j'ai vu la couve, voilà, les femmes comme ça de couleur, je me suis dit, non, mais c'est bête, mais moi, je vois ça, j'ai envie d'aller vers ce livre, j'ai envie de l'acheter. Là, par exemple, pour la rentrée de janvier, le roman de Marie Charelle parle de cet homme, Sylvain Rubinstein, était danseur de flamenco. Là, moi, je veux une photo d'un couple qui danse le flamenco en noir et blanc. On fera, donc c'est une dorure rouge. Pour le roman italien, ce sera illustré, ce sera sur mesure. Et pour le roman de Sigolène, c'est illustré aussi, parce que ça parle de George Harrison, et vous verrez, c'est une couve complètement psychédélique qui change complètement. Voilà. Donc, il y a cette partie-là. Et après, il y a la partie des bandeaux, que là aussi, ça se travaille vraiment en amont. Je demande souvent à des libraires s'ils veulent bien lire le bouquin, s'ils veulent me faire un petit commentaire. Enfin, voilà, tout compte pour donner envie aux lecteurs d'aller vers le livre. Pour Maud Simoneau, c'était quand même Eri De Luca. Mais ça c'est marrant parce que Eri De Luca, donc on en parle avec Maud, on en parle tout ensemble. Et souvent, on vous dit, alors je dis ça parce que je n'ai pas beaucoup vécu en France, mais souvent, aux États-Unis, on vous dit souvent, mais ouais, tout est possible. Enfin, bon, ils ont des défauts aussi, hein. Mais en France, parfois, on vous dit, ah, mais il ne va jamais répondre. Mais donc, j'ai demandé, les éditeurs d'Eri De Luca, les éditeurs français m'ont très gentiment donné son mail. Et c'était incroyable. Il a répondu franchement en 1 heure. Il a juste dit, envoyez-moi le PDF. Et 2 jours plus tard, il m'avait fait un texte. Enfin, c'est beaucoup plus long, hein, ce qu'il a dit en vrai du roman de Maud. Mais c'est génial. Voilà. Donc, il faut essayer, quoi. On est bien d'accord. Christelle? Bonsoir Dana. Bonsoir. Finalement, je connais vos livres depuis 1-2 ans et on a l'impression qu'en 4 ans, vous vous êtes très bien implanté. On a l'impression que vous êtes là depuis vraiment plus longtemps que ça. Comment vous vivez justement ce métier, finalement, je dirais, face à quand même ce succès, parce que vos livres marchent très bien. Est-ce que finalement, vous avez parfois des doutes et est-ce que vous avez l'impression parfois un peu de vous battre parmi des grosses locomotives comme Gallimard et Flammarion? C'est une bonne question. En fait, pour avoir été dans le groupe, j'espère que ça ne sera pas rediffusé ça, mais Madrigal, pendant longtemps, qui a plein de... Non mais, je veux dire, j'ai beaucoup appris, il y avait plein de... C'est pas de la langue de bois, mais j'ai pu connaître un peu des aspects intéressants ou pas des grandes maisons. Je ne sais pas si j'ai des doutes. Moi, maintenant, j'ai la conviction et j'ai de la chance de pouvoir le faire, mais faire peu de livres, c'est la clé. Je ne vois pas comment, en ce moment, on peut faire autrement. Enfin, en tout cas, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc voilà, ça, c'est juste la conviction que j'ai. Alors, peut-être que je dis ça et je ne sais pas, moi, dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Mais moi, retourner dans une maison où on doit faire... C'est de l'usine un peu. C'est l'usine et parfois on oublie ce qu'on fait, on oublie pourquoi on le fait, on oublie les auteurs. Parfois on est là, alors oh là là, l'auteur m'a appelé. Non, il faut choisir un bouquin que parce qu'on a un coup de cœur immense. Et là, à chaque fois, c'est ça qui est chouette, c'est que avant, par exemple, on aurait pu me demander dans une autre maison, c'est quoi ton chouchou, par exemple, de la rentrée? Je disais,
bah lui, je l'aime bien, l'autre moins. Alors que là, les 3 de la rentrée, c'est pas de la langue de bois, j'aime les 3 parce que les 3, je les ai choisis. Motimono, je l'ai adoré. Le roman de Karine Silla, je l'ai adoré. Le roman de Dolores Reyes, je l'ai adoré. Donc voilà. Donc, et après, c'est vrai que ça marche de mieux en mieux, mais comment dire, ça reste modeste. Mais avant de faire de parler de vente, de folie, c'est un peu ce que vous signalez tous et toutes, c'est il faut s'installer, il faut que les gens aient confiance, il faut faire des bons livres, il faut que les gens se disent, les lecteurs se disent, ah ouais, tiens, j'aime bien cette maison, je vais les suivre. Et pour ça, il faut dire non. Moi, je dis non. La plupart de mes journées, c'est faire des lettres de refus. Parce qu'il faut dire oui que à ce en quoi on croit complètement, 100%. Et parfois, dans certaines maisons, mais même parfois à l'observatoire, on vous dit, faut dire oui parce que c'est quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un, c'est machin. Non. Voilà, donc c'est beaucoup de... Il faut lutter pour tenir sa ligne éditoriale, pour faire des beaux et bons livres. Et je me dis qu'il n'y a que comme ça qu'avec le temps, on pourra s'installer de manière réelle, quoi. Dans un contexte qui... Là, ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin du confinement, on voit bien que les ventes de livres sont... J'arrête pas de dire les gens, les ventes de livres sont bonnes. Les gens sont retournés en librairie parce que... Alors, c'est horrible, mais comme il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus trop de concerts, il n'y a plus beaucoup de vie culturelle. Donc, heureusement... Enfin, le livre est quelque chose qui fédère, et puis on voit bien que les gens sont précipités en librairie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire 12 000. Il faut faire attention et faire de bons livres. Et donc, c'est pour ça qu'une petite maison comme l'Observatoire, je ne sais pas si un jour, peut-être que je vous contredirai, mais j'irai dans un gros groupe faire des gros trucs sans âme. Sandra ? Oui, bonsoir Dana. Bonsoir. Merci pour ce discours passionné aussi. Moi, je suis loin d'avoir lu toute la collection littérature de l'Observatoire, mais chaque fois que j'en ai lu, j'ai lu des romans. Je n'ai jamais eu de déception. Émotionnellement, ça a toujours été très fort. Mon préféré, ça reste des hommes couleur de ciel pour le moment. Voilà, que j'adore. Moi aussi, j'adore. Ah oui, bon, on est d'accord alors. Je suis ravie. Et puis l'auteur est merveilleuse, en plus. Oui, c'est vrai. Ma question va être un peu liée à celle de Christelle juste avant. Pour un peu prolonger les choses, vous parliez de peu de publications chaque année et à chaque rentrée. Donc plus concrètement, comment est-ce que vous procédez pour faire vos choix vraiment entre vous, parce que j'imagine que vous recevez des manuscrits, sans doute en nombre. Et puis je me posais la question, puisque vous êtes distribué par Flammarion, est-ce qu'éventuellement il y a des propositions qui vous viennent de Flammarion? Est-ce que vous basculez des textes vers Flammarion aussi? Voilà, comment vous procédez vous concrètement? Alors il y a plein de manières différentes. Alors déjà, moi, en arrivant à l'Observatoire, où j'arrive à la Maison 17 depuis 1 an et demi, j'avais à cœur déjà, je voulais que les auteurs qui étaient déjà là continuent à travailler avec nous. Enfin, il fallait que j'aime le texte et tout, donc c'était vraiment avoir une politique d'auteur. Après, alors, vous savez, il y a toujours... on reçoit plein de manuscrits. Alors, il y a quelqu'un qui filtre un peu en amont parce qu'il y en a beaucoup. Pour vous dire, c'est des dizaines par jour, vraiment, de manuscrits. Donc, bon, il faut faire le tri de ça. Il ne faut pas lire seulement les textes que machin, qui est super influent, vous envoie. Enfin, vraiment, il faut tout lire. Donc après, moi, je vais lire quand le service des manuscrits me dit ça a l'air bien. Donc voilà, on fait un petit tri de ce côté-là. Après, il y a moi et ma manière de chercher. C'est-à-dire, moi, mon truc, c'est que je vois le plus de gens possible. Quand je reçois un texte et que je sens que la personne, je ne sais pas, du potentiel, voilà, donc je fais plein de rendez-vous. Alors, ça fonctionne aussi parce qu'il y a la littérature étrangère qui fonctionne totalement différemment. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais la littérature étrangère, ça fonctionne avec des agents, ce qui est de manière très simple aussi de fonctionner. Jamais les auteurs étrangers vont vous envoyer les textes. Donc là, en France, il y a de plus en plus d'auteurs qui ont des agents, mais c'est très bien aussi. Donc, je vois les agents qui proposent des textes. Donc, il y a plein de manières différentes de choisir des textes. Alors après, donc, avec Lise Vérard, là, par exemple, j'ai sous mes yeux ma liste de manuscrits à lire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc là, j'en ai 12, mais je ne vais pas les lire en entier.
cette semaine. Malheureusement, c'est ça qui est terrible. Mais moi, je sais qu'au bout de 30 pages, et très franchement, parfois, c'est beaucoup moins que ça. C'est un peu c'est instinctif, je ne sais pas. Et je ne dis pas que moi, j'ai raison, hein, c'est super subjectif. Mais parfois, au bout de 10 pages, je sens que ce n'est pas pour moi. À l'inverse, Motimono, je reçois son texte, mais c'était incroyable. Je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai aimé. Le roman de Thibaut Bérard, moi, je m'en suis jamais remise. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes. Ça m'a bouleversée, j'ai adoré. Le silence d'Isra, enfin, voilà. Donc voilà. Et est-ce qu'on soit des textes de Flammarion? Non, après, moi, on est une génération d'éditrices, on est quand même plutôt des femmes. Voilà, plutôt amies. Et donc, si parfois je dis non à un texte, je vais dire à mes copines d'autres maisons, mais ça, regarde, c'est pas mal. À l'inverse, il y a des amis voilà, éditeurs et éditrices qui vont me dire, mais ça, je l'ai refusé, il n'est pas passé en comité édito, mais jette un œil. C'est d'ailleurs comme ça que Émilie Houssa est arrivée chez De Noël. C'est une amie éditrice chez Gallimard qui m'en avait parlé. Voilà, parce que c'était pas forcément, elle n'a pas pu aller passer le truc du comité de lecture. Et voilà, donc il y a une sorte de générosité et de bienveillance, en tout cas qu'on essaye d'instaurer. C'est pas partout comme ça. Mais donc voilà. Mais jamais je reçois un texte de Flamme ou d'ailleurs où on me dit tu dois le faire. Ça, c'est plutôt chouette. On sent parfois que ce serait bien de le faire, mais on peut dire non. Taëlle ? Oui, bonsoir Dana et merci. Moi, je suis vraiment fan de Sigolène. Vincent, j'avais 2 questions. Ma première portait sur le travail avec les auteurs. Est-ce que vous avez un travail très rapproché de réécriture? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'était le même travail avec chacun des auteurs? Et ma deuxième question, elle est en rapport plutôt avec la couverture en fait et vos choix de couverture. C'est est-ce que vous choisissez vos papiers? Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes fournisseurs? Enfin voilà, comment ça se passe à l'Observatoire à ce niveau? Alors, je commence par la deuxième. Le papier, bon, c'est une charte. En fait, elle a tellement été vraiment bien pensée en amont que vous voyez, hein, le papier, à chaque fois, il est super beau, le grammage est hyper défini, il est plutôt épais, on le prend bien en main, il y a toujours cette dorure. Enfin, donc ça, honnêtement, j'avoue, moi, j'ai juste eu à choisir des visuels, de beaux visuels, mais tout ce qui est fabrication, c'était déjà, enfin, ça roule. C'est vraiment une maison qui roule. On a une super fab qui choisit le papier avec amour à chaque fois pour qu'on en ait suffisamment. Donc ça, non. Simplement, parfois, il y a des réimpressions, et ça, c'est vrai. Et par exemple, la dorure, elle met vachement de temps à être réimprimée. Ça met au moins 3 semaines. Donc, il y a eu des cas où il fallait absolument... Moi, je préfère qu'un lecteur trouve son livre en librairie et alors, si on ne choisit pas la dorure, on va remplacer ça par un Pantone. Donc, c'est un peu moins joli que la dorure. Mais de temps en temps, Thibaut Bérard, c'était ce qui s'était passé. Il fallait absolument le réimprimer. Donc, mais je pense que on ne le voit pas forcément. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est les seules petites modifications qui peuvent être faites pour la fab. Et après, le travail avec les auteurs. Alors, moi, franchement, ça dépend. Ça dépend tellement voilà, je pense que des éditeurs et voilà. Mais moi, c'est un peu du cas par cas. Donc, pour la littérature étrangère, c'est totalement différent parce qu'en général, on reçoit un texte qui est édité dans un pays, qui est là, Dolores Reyes, donc c'est une maison d'édition argentine qui est super, qui s'appelle Sigilo. Donc là, je reçois vraiment un PDF définitif. Donc moi, je n'ai pas forcément mon mot à dire. Il m'est arrivé par le passé, quand j'étais chez De Noël, je me souviens, on avait lu un texte avec l'ancienne chef et on avait beaucoup aimé, mais on s'était dit, parce que les anglo-saxons, ils éditent... Non, j'espère qu'ils ne m'entendent pas, mais ils ne m'entendent pas. Ils n'éditent pas beaucoup. Donc parfois, on voit que le boulot n'a pas forcément été fait. Et là, il y avait 200 pages en trop. Donc dans le contrat, j'ai mis une clause qui disait que j'avais le droit de couper 20% du texte parce qu'ils n'avaient pas coupé. Mais en général, la littérature étrangère, ça se fait avec... donc moi, j'adore bosser avec les traducteurs. C'est vraiment... C'est hyper intéressant. C'est un échange à chaque fois hyper riche. Là, en plus de Dolores Reyes, je l'ai trouvé parce que la traductrice Isabelle Gugnon, moi je les écoute religieusement, m'a dit en amont, elle m'a dit un jour, tu devrais lire ça, c'est génial. C'est parce qu'elle m'a dit ça que je l'ai lu, j'ai demandé à l'agent et que j'ai acheté ce titre. Il y a eu des enchères, on était plusieurs, et puis je l'ai acheté. Donc la littérature étrangère, c'est plus la trad qu'on va bosser. Mais moi, quand la trad est parfaite, là, on a un titre en janvier d'un roman italien, c'est une traductrice qui s'appelle Lise Caia.
elle est tellement qu'on va incroyable. recevoir bientôt pour un ouvrage chez Cambourakis. Mais Donaire, oui, c'est ça. C'est super. Et donc, Lise, Kaya, de toute façon, elle me traduisait déjà quasiment tout chez De Noël. Elle est incroyable. Je veux dire, elle rend des traductions où moi, je ne change même pas une virgule. C'est de la perfection, en fait. Limite, je préfère parfois, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je préfère parfois le lire en français qu'en italien. Elle est incroyable. Donc après, avec le temps, j'ai appris à avoir mon réseau de traducteurs. Le truc, c'est qu'il faut pas, c'est tellement compliqué d'être traducteur que j'essaye de... faut faire travailler les petits nouveaux, quoi. Faut travailler, il faut aussi donner sa chance à ceux qui débutent. Mais chez De Noël, j'avais beaucoup de littérature étrangère, donc je pouvais plus le faire. Là, avec 3 titres par an, c'est vrai que j'ai tendance à travailler avec un petit réseau de traducteurs. Donc ça, c'est pour la littérature étrangère. Après, pour le français, moi, c'est un peu au cas par cas. Par exemple, alors plein d'exemples. Là, on vient de terminer le travail avec Ségolène Vincent, avec Lise. Mais alors, on a une manière très particulière de travailler avec Lise, c'est que en fait, elle va lire, donc Lise qui est l'éditrice, moi je vais lire. Chacune fait une version Word avec des commentaires. Donc c'est un peu drôle parce que parfois, et après on joint les 2 versions, si vous voulez. Et parfois, je vois que Lise a signalé un truc, mais moi, pas du tout la même chose. Alors, je ne suis pas d'accord avec un autre commentaire. Et voilà, donc, et l'auteur va recevoir ensuite ce document Word où il a un échange entre nous deux, il ou elle. Et là, c'est ce que Ségolène a eu. Et c'était trop marrant parce que je pense qu'après, elle a vu ce sur quoi on tiquait et on signale aussi ce qu'on adore. Donc, parfois, il y a des passages avec Ségolène, on lui disait, mais... c'est incroyable, mais c'est magnifique. On met des gifs, enfin, voilà, on se lâche. Sinon, pour Karine Silla, c'était pas Alors, Karine Silla, c'était plus une question de structure, parce que comme c'est un roman sur un personnage historique, c'était aussi un peu le sujet chez Marie Charelle, il ne faut pas que ça devienne un précis d'histoire. Il ne faut pas que ce soit, je vais vous raconter la colonisation. Donc, il fallait vraiment, il y a une certaine oralité dans son histoire. Donc, par exemple, là, c'est plus ce qu'on a bossé. Maud Simoneau, elle a envoyé un texte qui était... alors, elle est éditrice aussi. Et le texte qu'elle a envoyé était très, très abouti. Donc, moi, par exemple, je n'avais pas non plus 150 000 choses à dire, Lise non plus. Donc, je pars du principe que quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Donc voilà, mais ça dépend vraiment. Thibaut, on a eu plein de petits commentaires. C'est du cas par cas, mais c'est ça qui est génial. Eliena? Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Un petit peu faiblement, oui, mais c'est bon. Ouais. Moi, je voulais savoir pour le roman de Thibaut Bérard, du coup, qui du coup est éditeur chez Sarbacane, éditeur jeunesse chez Sarbacane, comment du coup on travaille avec un éditeur? Est-ce que c'est la même approche qu'avec un auteur lambda ou enfin du coup comment ça se passe? C'est drôle parce qu'en plus du coup j'ai Thibaut et je le fais pas exprès, je le jure, et j'ai Maud Simoneau qui est aussi éditrice. Alors les caractères doivent être plutôt forts, j'imagine. En tant qu'éditeur, on a tendance à avoir des convictions et j'imagine que ça doit être quand même très différent avec un auteur. Je dirais que c'est plus, à mon avis, après que l'éditeur se met dans la peau de l'éditeur. C'est-à-dire lorsque le livre est dans les librairies, c'est là que l'auteur qui est éditeur va se dire « Ah, mais c'est comme ça que ça se passe », enfin, qui va peut-être avoir tendance à comparer, en gros. C'est plus ça. Après, pour le travail édito, franchement, que ce soit avec Thibaut ou avec Maud, non, mais sinon, je le dirais parce que je n'ai pas trop de filtres, mais il n'y a pas eu vraiment de problème. Alors, ce qui était intéressant avec Thibaut, c'est que c'est comme un livre, pour celles et ceux qui l'ont lu, c'est tellement personnel, c'est tellement... Moi, je me souviens de ma première lecture, je lis ce titre et je ne sais pas que c'est son histoire. Donc, je ne sais pas que c'est son histoire. Heureusement, quelqu'un me le dit avant que je le rencontre. Mais ça a été une première rencontre tellement... franchement, moi, j'étais avec Lise, on était extrêmement émus. Et il fallait, quand on relisait son texte, il ne fallait pas se laisser avoir par ça. Il ne fallait pas avoir peur de lui dire des choses. Mais quand on connaît, parce qu'il est assez... Thibaut, si on connaît un petit peu sa personnalité, ou même quand on le voit parler, il est hyper flamboyant, rien ne le vexe, rien ne le choque. Donc, en fait, très, très vite, il n'y a eu aucun problème. Ouais. Annie Rose? Donc, pardon, j'ajouterais que c'est presque parfois plus facile pour un auteur qui est éditeur parce que justement,
il sait, ça, après j'arrête, mais il sait le processus justement. On peut parler du BAT, quand on part en impression, il parle plus la langue. Donc voilà, ça pour ça, c'est plus facile de dire à un auteur certaines choses quand il est éditeur. Annie-Rose? Vous avez publié Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin, qui en fait est paru à la Peuplade au Québec. Aujourd'hui, la Peuplade est diffusée en France et édite en France. Est-ce que c'est un auteur que vous allez suivre ou est-ce que la Peuplade, du coup, va continuer à le publier en France? Ah ben on peut pas. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que donc la Peuplade, évidemment, mais alors moi je les comprends totalement. Moi, à chaque fois, je souligne la petite, pas hypocrisie, mais moi, quand j'ai commencé dans l'édition, j'entendais un peu, moi, la littérature québécoise, alors que ça a toujours été incroyable. Et petit à petit, les Français se sont dit, je vais passer pour une antique, non, mais ils se sont dit, mais il y a vraiment des bouquins. Chez De Noël, on avait une auteure qui s'appelait Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux. Enfin, il y a des auteurs québécois, mais incroyable. Donc, du coup, ça a de plus en plus de succès. Même là, il y a la trajectoire, comment il s'appelle, Marie-Ève Thiot, vous avez vu au sous-sol, La trajectoire des confettis. Enfin, il y a plein de super bouquins. Et donc, ça fait qu'un groupe comme la Peuplade, enfin, une maison, pardon, comme la Peuplade, qui a des livres incroyables, mais vraiment incroyables. Il y a qui d'autre Est-ce que c'est Héliotrope? Il y a une autre maison, maintenant, qui est diffusée directement en France. Et bah, je les comprends. Donc, non, bien sûr, Christian retourne à la Peuplade. Et c'est pour ça que moi, mon autre cheval de bataille, c'était la francophonie, et que par exemple, j'ai publié un roman algérien de Choki Amari, parce qu'il n'y a pas que le Québec. Donc moi, je suis allée un petit peu voir justement cette maison qui s'appelle Barzac, qui est une maison algérienne, mais c'est les personnes les plus intelligentes. Là, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup souffert justement des conséquences du coronavirus, parce que c'est une toute petite maison. Mais ils ont publié Kamel Daoud, ils ont publié des auteurs incroyables. Mais donc, du coup, voilà, allez voir, je ne sais pas, mais en Haïti, Maroc, Tunisie, je lis beaucoup de Québécois, mais voilà, aussi d'autres pays, de la francophonie. On pourrait rajouter pour le Québec les éditions Des Paysages avec Michel Jean, qui est merveilleux. On a reçu et qui est merveilleux. Et franchement, je les connais, mais il y a les Herbes Rouges, il y a Alto, mais il y a plein. C'est incroyable la richesse éditoriale du Québec. Franchement, moi, je découvre tous les jours des nouveaux auteurs, des nouvelles maisons. Béa? Je pense que je suis passée devant plein d'autres personnes qui avaient levé la main avant moi. Bonsoir Dana. Je voulais revenir très rapidement sur la partie de la littérature étrangère. Moi, je suis très attachée aux questions des traductions. Il y en a certains là qui le savent à force. Je voulais savoir un peu plus en détail comment est-ce que vous travaillez. J'ai regardé sur votre site. Je ne vois pas forcément de noms de traducteurs qui reviennent. Donc, est-ce que vous bossez avec des freelances? Est-ce que vous bossez avec des traducteurs attitrés aux auteurs étrangers? Quelle est votre démarche en fait pour ça? Et après, j'aimerais bien connaître votre mode de fonctionnement. Comment se passent les allers-retours? Voilà. Alors moi, c'est vrai que du coup, c'est vraiment ma formation. C'est vraiment moi, chez Flammarion, j'étais que en littérature étrangère. Chez De Noël, j'en faisais beaucoup. Donc moi, vraiment, j'adore. C'est parfois beaucoup plus simple que la littérature française. Comment vous dire? C'est parce que parfois, c'est un auteur qui, en son pays, est publié. Donc, il y a beaucoup moins ça se passe de manière un peu plus fluide. Je ne saurais pas comment expliquer, surtout parce que l'agent est là pour faire le lien avec l'auteur. Donc ça, c'est ça. Et donc, du coup, grâce à ces années un peu en littérature étrangère, moi, j'avais un peu chez mes petits traducteurs chouchous, en gros. Il y a des traducteurs chouchous, mais il y en a en plus qui aident à la recherche éditoriale, comme Lise Kaya, parce que Lise Kaya, elle n'est pas seulement traductrice. Lise Kaya, un peu comme Isabelle Gugnon, c'est quelqu'un qui, j'avais publié chez De Noël un livre qui s'appelait Magnifica, ou alors il y avait Mirko Sabatino, je ne sais plus comment il l'avait appelé en français, mais L'été meurt jeune. Et ça, à chaque fois, Lise Kaya m'avait dit, ça, il faut le lire, ça, c'est bien. Donc, en fait, moi, je les prends très, très, très au sérieux. Et du coup, là, quand j'arrive à l'Observatoire, c'est vrai que, en fait, avec qui j'ai travaillé, avec Margot Nguyen Béraud, qui a traduit Gustavo Rodriguez, mais qui va aussi traduire. Là, j'ai acheté un roman encore argentin pour la rentrée de septembre 2021, qui est un roman qui raconte les années d'Eichmann à Buenos Aires. Et c'est vrai que
Moi, je travaille beaucoup avec cette Margot parce c'est une perle. Elle travaille incroyablement bien. Je travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Dinis Gallios, qui a traduit Le silence d'Isra. Là, alors je m'occupe un petit peu de non-fiction quand ça concerne le cinéma. Donc là, par exemple, en octobre, on fait, ça c'est drôle, les mémoires d'Oliver Stone. Donc, c'est Dinis Gallios qui traduit, voilà, mais parce que c'est pas parce que je travaille qu'avec lui, mais il est trop fort. Et en plus, après, il y a quelque chose d'humain, hein. C'est que au fil du temps, moi, je les connais, je les aime beaucoup. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est des amis, mais vraiment, on travaille bien ensemble. Liskaya, c'est vrai que voilà, c'est une perle avec qui je travaille. Pareil pour le japonais, parce que alors j'ai une passion pour le Japon. J'en avais publié aussi chez De Noël, c'était Sayaka Murata. Alors, ils ont changé de nom chez Folio, mais bref, et c'était Mathilde Tamae Bouon. Elle traduit très très bien, mais elle lit aussi, par exemple, moi je ne parle pas le japonais. Le roman que j'ai acheté pour l'Observatoire, c'est parce que j'ai pu le lire en anglais. Mais voilà, donc du coup, au fil du temps, j'ai ce petit réseau de traducteurs. Et comment je travaille avec eux, on se parle. Après, je leur dis, parce qu'il faut dire aussi à un traducteur ce qu'on attend de lui, parce que c'est vrai que souvent, si on leur dit, voilà, traduis ça, et sans leur donner de consignes, par exemple, je ne sais pas si j'ai un texte que je trouve en anglais ou en espagnol un peu plat. Ça peut arriver. Je vais dire au traducteur, je vais pas lui dire de changer le texte, mais je vais lui dire, voilà, est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit pas... Parce que par exemple, en anglais, il répète tout le temps les mêmes mots, mais ça passe mieux qu'en français. Donc voilà, avec Dinis, on avait beaucoup travaillé le silence d'Isra, qui n'était pas plat, mais qui peut avoir un côté un peu anglo-saxon. Vous voyez, c'est un peu un sujet d'un complément. Donc voilà, donc c'est un peu pareil pour les mémoires d'Oliver Stone. C'est hyper oral. Parfois, vous voyez comment est cet homme, il est hyper flamboyant et tout. Donc, il faut vachement s'accorder en amont. Le traducteur, souvent, parle à l'auteur. Donc là, Isabelle Gugnon parlait pas mal à Dolores Reyes. Puis moi, après, je reçois la trad en Word. Et pareil, je fais une révision de traduction avec Lise. Voilà. Et après, c'est la suite classique. On fait des petits échanges, mais il y en a souvent moins qu'en français. Et Dinis Gallios, si je ne m'abuse, sort un roman chez Asphalt Oui. En octobre. Et on va le recevoir. Il avait déjà aussi. sorti un roman au Cherche Midi. Puis alors, il est merveilleux. Mais il est merveilleux. Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé son manuscrit ou oui. c'est passé direct? Et alors, pourquoi ne pas l'avoir écouté? Non, mais après, c'est quelqu'un qui travaille parce que je l'ai pas. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai pas. En fait, c'est le truc d'avoir 10 titres par an. C'est que, il y a peu de place. C'est sûr, c'est une question d'instinct. Est-ce que je le sens? Est-ce qu'il est pour moi? Et il n'est pas. Pour moi. Je n'avais pas peut-être les armes pour le défendre. Mais après, moi, je pense que Dinis est un génie et c'est un roman mais complètement hyper intelligent, hyper original. Et puis moi, j'aime beaucoup Les filles d'asphalte. Donc, bref, c'est très bien. Mais oui. Ça ne vous dérangerait pas, dans l'absolu, ça ne vous dérangerait pas de publier un de vos traducteurs? C'est pas du tout le... voilà. Par exemple, Maud Simoneau, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. En fait, c'est pas grave si je connais déjà la personne. Par contre, il faut juste que j'adore le texte parce que moi, ensuite, il faut que je pourrais pas dire à la personne que je la connaisse ou pas. J'ai pas envie de la décevoir. Donc non, ça, il y a plein de. J'avais lu, il y avait un traducteur que j'adore, c'est Santiago Artoski. Quand mes traducteurs écrivent, je les lis toujours. Eva, c'est à toi. Bonsoir à tous et bonsoir Dana. Ça fait 5 ou 6 livres de l'Observatoire que je lis. J'ai particulièrement aimé Le silence d'Isra et le livre de Thibaut Bérard. Et vraiment, je suis enchantée d'être là ce soir. Merci pour votre discours plein de passion, de franchise, de fraîcheur. Ça fait vraiment du bien. Merci. Alors, il y a pas mal de questions que je voulais poser qui ont déjà été posées et c'est tant mieux. Mais attends, juste, je vois qu'il reste 3 minutes. C'est normal? Alors oui, ça... Bon, alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça va couper. C'est peut-être à cause de la coupure tout à l'heure, mais il suffit juste de se reconnecter. Ok, d'accord. Voilà, on se reconnecte avec le même lien et ça repart. Ok, pardon Eva. Pardon Eva. Et du coup, je voulais savoir, Dana, quelles étaient vos prochaines envies
Vous avez parlé tout à l'heure un peu de peut-être aller plus vers d'autres pays de la francophonie, mais je voulais savoir si voilà, vous aviez d'autres projets en fait pour l'observatoire, pour la collection, je ne sais pas, pour 2021, 2022, enfin, comment vous voyez un petit peu l'avenir pour l'observatoire ou une collection poche, enfin voilà, la question est vaste. Alors, non, ouais. Ben justement, mon projet, c'est de ne pas être ambitieuse et parce qu'on pourrait avoir envie de, quand ça va bien, de développer à tout va, de faire du polar, du roman graphique. Non. Moi, je veux juste continuer à faire peu de romans, à continuer justement à bosser dur pour avoir des bons textes, pour que les auteurs restent avec nous. Abel Quentin reste avec nous. Son prochain roman, il est génial. Anaïs, Yobet, Thibaut, enfin, bon, Sigolène, Émilie, ou ça. Donc voilà, justement, mon ambition, c'est de rester comme ça. Le poche, c'est pareil. Alors, le poche, c'est un vaste sujet. Parce que, par exemple, dans les maisons où j'étais avant, vous savez, ça fonctionne par groupe. Donc, Flammarion, c'était J'ai lu. De Noël, c'est Gallimard, donc c'est Folio. C'est un fonctionnement. Moi, ce que j'adore à l'Observatoire, c'est qu'on n'a pas de poche. Donc, en fait, je donne à mon auteur la possibilité d'être chez qui il veut. Donc, je n'appartiens à personne. Enfin, et donc ça, c'est cool parce que, par exemple, alors, comment ça peut se passer? Thibaut Bérard, c'était un énorme coup de cœur de J'ai lu. C'est J'ai lu qui l'a acheté en poche. Dolores Reyes, c'était J'ai lu aussi. Pareil, immense coup de cœur d'un... Alors que si vous voulez, quand il y a l'étape du poche qui fait partie de la maison, il doit d'abord lire, vous dire oui, non, et ensuite, vous le soumettez ailleurs. Et en général, voilà, le roman japonais, il va chez Point. Le silence d'Isra, c'est Pocket. Donc, en fait, je suis assez libre. Donc ça, moi, je ne veux pas changer ça du tout, du tout. Moi, j'avais juste une réflexion, c'est qu'en regardant votre catalogue, il y a donc de très belles parutions, comme on a déjà dit. Et j'ai l'impression que vous ne cédez pas forcément en fait au mode qu'on voit de part et d'autre, voilà, des différentes maisons d'édition, c'est-à-dire par exemple l'autofiction ou bien des textes très contemporains qui essayent de dire peut-être d'une autre façon le monde, mais qui oublient peut-être parfois justement les époques passées, alors que chez vous, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour des textes qui sont ancrés dans une autre époque que la nôtre, même si c'est une autre façon en fait d'éclairer notre époque. Mais justement, je trouve qu'il y a cette place-là chez vous. Donc, en fait, un texte qui est ancré dans une autre époque, ça ne vous fait pas forcément peur. Et, ouais. Je suis entièrement... C'est totalement ça. Moi, si on me propose un texte sur des pirates au XIIIe siècle, ça va m'aller. Hein. Je veux dire, mais parce que je suis d'accord avec vous, c'est comme le roman d'Émilie Oussa, ce qui parle donc d'une jeune femme dans les années 50 qui va aux États-Unis. C'est vrai qu'avant, on m'aurait dit peut-être oh, mais ça, une Française qui va aux États-Unis, on veut des livres qui nous parlent de nous, qui nous parlent de la France. Alors que je pense que ce qu'elle dit beaucoup de choses sur l'histoire, sur les femmes. Le livre de Karine qui parle du Sénégal, en fait, ça ne parle pas que du Sénégal. Donc moi, justement, peut-être de par parce que j'ai vécu à l'étranger ou par ma formation, je pense que moi, je suis pour le voyage littéraire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à la mode. Enfin, on aurait tendance à... Mais je pense qu'on y revient parce que j'ai l'impression qu'on a tous besoin et envie d'évasion littéraire. Mais c'est vrai que... Et alors, moi, je suis pas très autofiction. Alors, c'est vrai que ça me saoule, ça m'ennuie. Et je reçois... La plupart des manuscrits que je reçois, c'est quand même ça. Hein. C'est... Des trucs personnels. C'est pour ça que celui de Thibaut Bérard, c'est une exception pour moi. Parce que c'était tellement fabuleux, j'ai tellement aimé que... et mine de rien, c'est une sorte de voyage littéraire aussi. Mais je fuis un peu l'autofiction. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça se ressent aussi dans le choix que vous faites des textes par rapport au style? C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez des écritures nouvelles, c'est-à-dire très contemporaines parfois, où la ponctuation elle est malmenée? Ah non. Ou bien au contraire, vous aimez plutôt un style plutôt classique qui développe les phrases, qui a un vocabulaire assez recherché, un peu comme on faisait finalement, comme on a longtemps fait. Donc, est-ce que ça se joue aussi au niveau stylistique? Oui, après, alors moi j'ai tendance à être plus classique, c'est-à-dire que j'aime quand
un peu comme dans le silence d'Isra, c'est assez représentatif, mais ça a l'air simple, mais ça l'est pas. On dirait qu'elle parle simplement, mais en fait, elle dit des choses hyper complexes. Donc ça me parle plus que, comment dire, une sorte de fantaisie stylistique où moi, ça va sûrement... il y a des lecteurs pour ça, il y a des maisons pour ça, mais moi, ça m'échappe. En revanche, parfois, et j'en fais peu par an, mais par exemple pour Shokia Marie, qui était donc l'âne mort, ça se lisait plutôt facilement, mais le style, la voix était tellement, c'était presque un peu philosophico-métaphysique, mais sans être pédant, c'était pas le style pour le style. Il écrit comme ça parce que c'est presque une écriture symbolique, quoi. Et l'autre auteur qui est un petit peu comme ça aussi, c'est Sigolène Vincent, mais vous verrez dans son prochain, c'est un peu une magicienne. Là, vraiment, elle arrive à faire un roman autour de la vie de George Harrison. Et là, stylistiquement, c'est vraiment incroyable, mais au service d'une histoire. Voilà, moi, c'est parfois le style pour le style, et j'en reçois plein des textes comme ça. Ça me parle pas. Sophia? Alors, du coup, je vous entends parler avec passion de chacun de vos livres et je me demandais si vous pouviez en choisir un parmi tous ceux déjà que vous avez pu publier. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque plus des autres? Est-ce que vous avez un chouchou justement parmi les publications? Ben ça, c'est un peu dur parce que c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme je les choisis tous avec amour et je pourrais jamais en dire que j'en aime un moins qu'un autre, mais c'est pas facile. Là, si je devais en citer un qui est peut-être représentatif de ce vers quoi je tends, c'est peut-être celui de Maud Simoneau, mais parce que peut-être qu'il allie, je le trouve, évasion, il y a quelque chose de très... c'est un sorte de retour à la nature, c'est très poétique. Et en fait, le roman de Maud Simoneau, c'était juste dans cette idée de voyage. Donc, cette femme qui emmène son fils, ils vont au large sur une petite île suédoise où a vécu un astronome il y a des siècles auparavant. Ça, disons que ça peut représenter un peu ce que j'aime. On part d'une histoire qui a l'air toute simple, et boum, on nous emmène 5 siècles en arrière avec un livre qui renoue avec des sensations assez pures de retour je sais pas moi, à la nature, à la vie, à la beauté, à l'amour. Donc, c'est vraiment pour ça, peut-être qu'il incarne ce que je cherche. Donc, peut-être ça. Et en littérature étrangère, c'est plus compliqué, la littérature étrangère, parce que même si peut-être que jusqu'à... Je sais pas, parce que par exemple, Le silence d'Isra et Dolores Reyes, c'est deux livres complètement différents et qui quand même, peut-être à leur manière, disent chacun quelque chose de très dur et vrai sur la réalité des pays dans lesquels ils se déroulent. Donc là, je réponds pas trop à la question. C'est bien aussi, Aurore? Alors bonjour, je vois que vous parlez de vos livres avec une grande passion. Et là, moi, j'ai une question plutôt dans l'autre sens. Est-ce que vous avez une déception littéraire? Mais justement, pas par rapport à un livre que vous n'auriez pas aimé publier, mais plutôt par rapport à un retour presse qui, pour vous, n'aurait pas été à la hauteur de ce que ce livre valait. Donc, un livre où vous avez senti que la presse n'était pas avec vous et que vous trouvez que justement que le livre n'a pas été reçu à sa juste valeur par la... Eh bien, franchement, c'est pas pour faire encore une fois de la langue de bois, mais j'ai eu ce sentiment profondément dans les maisons où j'étais avant et que j'ai adoré. Moi, j'ai adoré être chez De Noël, j'ai adoré être chez Flammarion, mais du fait de la production trop importante, souvent, j'avais ce sentiment-là, des livres qui mouraient tout seuls, il n'y avait rien. Mais pas parce que les gens ne travaillaient pas, on avait une super attachée de presse, on avait tout. On publiait tellement de livres que quand vous publiez 7 livres par mois, les libraires, ils ne peuvent pas, sans même aller voir les libraires, sans même expliquer pourquoi vous faites ça. Donc, c'est là, plutôt avant, que j'avais ce genre de frustration très, très forte. Alors que là, encore une fois, comme j'en ai pas tant que ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on les bosse tous bien. Et en fait, j'ai toujours le sentiment qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Vraiment. Là, quand il y a eu Thibaut Bérard, il y avait qui? Il y avait Thibaut Bérard, c'est ça. Thibaut est affreux avec Le silence d'Isra et Shokia Marie.
tous les trois hyper différents. Choki Amari, plus difficile parce que plus littéraire et voilà. Mais il a une super presse. On a fait venir Choki d'Algérie. Donc voilà, bon là, Eta From devait venir pour le Festival américain, mais je me dis pour chacun d'entre eux, on a tout donné. D'ailleurs, Eta From, ce qui est incroyable, elle a une belle presse, mais c'est vraiment les libraires qui ont fait ce livre. C'est parce que d'ailleurs, il se vend encore. Aujourd'hui, ça fait bientôt 9 mois qu'il est sorti et il a une vie incroyable. Il a vraiment rencontré ses lecteurs. Mais ça, c'est la presse, mais c'est surtout les libraires qui l'ont aimé et défendu après le confinement, pendant les grandes vagues. C'est incroyable. Donc c'est vrai que j'ai pas trop ce sentiment à l'Observatoire, honnêtement. Okay. Amandine? Bonjour, bonsoir, merci pour votre enthousiasme, ça me donne envie de tout lire, je vais avoir du mal à choisir. Ma question, c'était plutôt par rapport à la diffusion. Vous avez dit que la diffusion, c'était Flammarion qui faisait, mais du coup, quelle est leur part, Comment ça se passe, vous voulez dire? Comment ça se passe? Quel rôle Flammarion a au niveau de la diffusion? Ah ben L'autre question, c'était comment vous organisez les rencontres? Est-ce que vous planifiez ça avec les auteurs? Est-ce qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop les rencontres? Ou comment ça se passe? Comment vous organisez tout ça? Alors, et c'est là que j'ai oublié de parler de Sarah et Eva, qui s'occupent toutes les deux des rencontres et des salons, des rencontres en librairie et tout ça, et qui gèrent ça, évidemment. En général, les auteurs, ils sont très demandeurs quand même. Ouais, ils adorent tous, hein, Émilie, Thibaut, Maude, Karine, tous, Anaïs, enfin, vraiment, ils aiment parler, Abel, Quentin, ils aiment parler de leurs livres. Donc là, ce qui est un petit peu dur en ce moment, c'est que là, par exemple, il y a plein de lancements en librairie. Je ne sais pas comment ça va se passer trop, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté compliqué. Donc voilà, et en général, et c'est pareil pour les salons et les festivals, j'espère que tout va tenir parce qu'avec le contexte, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, voilà, sinon, ils sont très friands de ça. Et comment ça se passe pour la diffusion? Alors, c'est la partie la plus facile, hyper importante. Donc, je peux vous faire, alors, je ne vais pas être trop long, mais par exemple là, vendredi, on a ce qui s'appelle les pré-com. Donc, c'est des réunions pré-commerciales. Donc là, il y a les directeurs de vente, parce que c'est divisé par niveau. Les librairies, les grandes surfaces, enfin bon, les Cultura, les Fnac, voilà. Les librairies de premier niveau, de second niveau. Et là, on n'a que les directeurs de vente. Et là, par exemple, je vais aller les voir, ou Camille Tomasicchio, qui est la directrice commerciale, elle va aller les voir et va leur dire, OK, en janvier, on a 3 titres, tac, 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 voilà à peu près de quoi ça parle. Enfin, elle pose un peu les bases. Après, dans un mois, il y a les réunions commerciales. Donc ça, alors, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire venir, c'est des commerciaux qui sont dans toute la France. Et c'est eux qui ensuite vont aller voir les libraires pour leur dire non seulement ce qu'il y a à l'Observatoire, mais ce qu'il y a chez Flamme. Donc il y a quoi? Il y a Flammarion, il y a Autrement, il y a Sarbacane. Il y a plein de groupes, j'en oublie, il y a Casterman, enfin je ne sais plus, il y a plein de groupes. Donc c'est pour ça que nous, il faut vraiment qu'on soit convaincants et convaincantes quand on parle de nos livres, parce que pour leur donner aussi à eux envie, aux commerciaux, enfin leur donner envie de lire nos livres et d'aller en parler aux libraires. Donc on fait ces grosses réunions où en général j'essaie de faire venir les auteurs et ils viennent parce que je parle tellement moins bien qu'eux de leurs propres livres, quoi, donc il faut qu'ils viennent. Suite à ça, les commerciaux nous font des retours. Parfois ils nous disent la couve là, je sais pas, mais est-ce que ça va le faire, est-ce que machin, bon. Et après ils vont lire, ils vont lire. Et ce qui est génial, c'est qu'ils nous font des retours. Et dans des grosses structures où j'ai pu... Pourtant, j'étais dans le groupe Flammarion et Madrigal, mais parce que l'Observatoire est petit, là, je trouve que j'ai vachement de retours personnalisés. Là, j'ai encore ce matin, il y a un représentant qui a adoré, c'était lequel? C'est le roman de Maude. Alors, il en a parlé à tel libraire qui m'a fait un retour. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc, ils vont travailler les titres. Donc là, par exemple, ils vont travailler les titres de janvier. Et après, ils vont nous faire un retour en nous disant... Là, c'est là qu'on entre dans les chiffres et dans le dur du truc. La mise en place estimée. Ils nous disent, voilà combien on pense qu'on pourrait en mettre en place. Voilà. Et après, il y a... ça, c'est la mise en place estimée. Et après, par exemple, c'est pour ça que la rentrée littéraire, c'était chouette parce qu'il y a eu des bons retours.
pour Karine, pour Maud, pour Raphaël et pour Dolores, et qu'on a pu faire une réimpression avant même la publication, parce que la mise en place était plus importante en fait que ce qu'on avait estimé. Par exemple, Dolores Reyes, en général, la littérature étrangère, c'est des petits tirages. Et là, c'était génial parce que je ne vous parle pas de tirages à 50 000, hein, mais il y a eu beaucoup de libraires qui voulaient le lire, la FNAC. Bon, tout ça fait que c'était plutôt chouette. Donc, c'est pour ça que la diffusion, c'est primordial. Alors Dana, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur les 3 ouvrages de la rentrée, mais sur le fond, sur l'histoire, sur ces trois nouveaux romans qui vont sortir, qui sont déjà sortis, hein? Oui, le 19. Le 19, hein, voilà. On peut déjà commencer par celui de Maud Simoneau, dont on a déjà un petit peu parlé, mais sur le fond, sur l'histoire, sur ce qu'il représente aussi. Alors, ouais, donc l'histoire du roman de Maud Simoneau, c'est ça qui est chouette, c'est que ça commence, c'est un court roman. Alors, c'est pas que j'évite absolument les romans de 700 pages, mais j'aime quand c'est hyper ramassé comme ça, quand c'est tellement... Là, il n'y a pas un mot en trop. Donc, c'est une histoire qui commence de manière toute simple, d'une femme qui sort d'un chagrin d'amour, qui a un fils qui est assez jeune, une dizaine d'années, même plus jeune que ça, qui est un petit peu en décalage scolaire. Donc, ça commence de façon assez normale. Et un jour, cette femme prend son enfant sous le bras et l'emmène sur l'île de Ven, qui est une île suédoise, mais qui était avant danoise, où a vécu, pardon, j'ai un chat dans la gorge, où a vécu un astronome, Tycho Brahe, qui était donc assez connu, qui a révolutionné la science des étoiles, enfin vraiment un astronome. Et d'ailleurs, et c'est marrant parce qu'on a compris ça après avec Lise, il a quand même construit un observatoire. Donc je me suis dit, sur l'île qui s'appelait Uraniborg. C'était un homme qui avait un nez, on lui avait coupé le nez lors d'un duel, il n'avait plus de nez, il avait un nez en bronze ou en fer, je ne sais plus. Et bon, bref, en fait, sur cette toute petite île où il y a 300 habitants, vous verrez, mais si vous tapez île de Ven, V-E-N, c'est trop beau, il n'y a rien. Il n'y a que de la nature absolument magnifique, la mer. Et donc, c'est là que Marie et son fils Célian vont... oui, en or, c'est vrai Stéphanie, je vois votre commentaire. Même s'ils ont retrouvé... Bref, on en reparlera en privé, mais ils ont reparlé aussi des traces de fer, bref, et de cuivre. Il avait différentes prothèses. Et donc, on nous raconte, Maud Simoneau nous raconte l'histoire de Tycho Brahe, une sorte de Galilée, quoi, en gros. Et c'est là on entre dans un autre monde. Et Marie et son fils vont un peu retrouver goût à la vie. Elle qui était donc triste à la suite d'un chagrin d'amour, et son enfant qui va pas bien, qui est pas très bien dans sa peau. Et c'est presque un roman, j'ai envie de dire naturaliste. Non, mais alors là, je vais un peu loin, mais ça m'a fait penser à la lecture de Chateaubriand que je faisais quand j'étais plus jeune. C'est complètement différent. Je trouve que c'est comme rien de ce que j'ai pu lire auparavant, et c'est beau, et c'est poétique. Et en effet, je ne sais plus qui disait ça, mais je trouve que ça va contre peut-être ce qui se fait un peu parfois actuellement, un peu plus autofiction, un peu plus dans la modernité absolue. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement poétique, mais ancré dans la nature, ancré dans la réalité. Donc voilà, pour Maud Simoneau. Ensuite, le roman de Karine Silla, et ça, c'est aussi... Ce qui est important pour moi, c'est de continuer avec les auteurs de l'Observatoire et d'en trouver des nouveaux. C'est un peu les deux. Donc, Maud Simoneau, c'est une nouvelle voix. Thibaut Bérard, c'est une nouvelle voix. Il y en aura d'autres, mais c'est juste que j'arrive et donc je découvre cette auteure, Karine Silla. Je la rencontre et elle me dit, ça fait des années que je fais des recherches au sujet d'Aline Sitoé-Diatta, qui donc est née en 1900. Allez boire, Dana, hein. N'hésitez pas à prendre une petite pause pour aller boire. J'ai un petit verre. C'est long. C'est bon. Merci. Et donc, qui est une femme qui a vraiment existé, parce que donc Karine est franco-sénégalaise. Et Aline Sitoé-Diatta, elle est née en 1920, en plein milieu de la Casamance, donc vraiment en pleine forêt. Et là-bas, elle est considérée comme la Jeanne d'Arc sénégalaise. Et donc, Karine Silla nous raconte sa vie, de son enfance elle est morte à 24 ans en captivité, des Français. Et quand très jeune, vers 15-16 ans, un peu comme beaucoup de mystiques, puisque c'était une sorte de mystique, elle entend des voix qui lui disent « il faut que tu te battes, il faut que tu sauves ton peuple ». Alors, elle se battait de manière très pacifiste, évidemment, mais il faut que la culture sénégalaise ne meure pas. Et donc, ça va être une sorte de reine de la Casamance. Donc, un destin incroyable.
Et donc, Karine Silla me dit, viens chez moi, je vais te lire ce que j'ai écrit. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrive. En général, il vous envoie le texte en Word et on le lit et voilà. Donc, je vais chez elle et là, elle me le lit. Mais quasiment intégralement. Donc, ça a pris un certain temps. Mais en fait, c'est là que j'ai compris. Déjà, là, moi, j'ai adoré. C'était avant qu'on fasse tout le travail et tout, mais j'ai adoré. Il y avait une oralité incroyable parce qu'en plus, l'histoire sénégalaise, elle est faite d'oralité, de rêves. Là, on voit, elle a un ami qui s'appelle Diaka Mouné dans le livre qui fait des rêves et qui, du coup, toute l'histoire du Sénégal est racontée à travers ses rêves et ses trans. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et en me le racontant, en me le lisant à haute voix, c'est là que j'ai adoré ce texte. Et j'ai trouvé, en fait, je me suis dit, mais en fait, on lit pas. Il y en a, bien sûr, hein, mais on lit pas tant de livres que ça sur le Sénégal, mais qui ne parlent pas vraiment. Ça parle du Sénégal, ça parle du fait d'être une femme un peu à contre-courant, quand même, encore une fois. Ça parle aussi, moi j'aime beaucoup tout ce qui concerne les mystiques, c'est intéressant. Ils avaient quand même des trans, si ce n'étaient pas des personnes comme les autres. Ça parle d'histoire et de colonisation, mais pas d'une manière que j'ai trouvé. Moi j'aime comment elle en parle. Je trouve qu'elle ne fait pas il n'y a rien de bien. C'est pas idéologue, elle raconte, c'est un livre. Après on en pense ce qu'on veut, mais c'est ça aussi que je trouve. Elle n'est pas donneuse de leçons. Donc voilà pour Aline. Et donc, Manche-Terre, c'est un roman très court aussi, argentin, qui raconte l'histoire d'une gamine, d'une ado plutôt, qui est surnommée Manche-Terre. En anglais, c'est Come Tierra, en un seul mot, en anglais et en espagnol. C'est pour ça qu'en français, c'était hyper pratique parce que j'ai pu lui donner le nom de Manche-Terre, alors que les Américains, les pauvres, et ben, ça s'appelle Earth Eater. C'est pas très beau. Donc, Manche-Terre, c'est plus sympa. Et donc, en gros, c'est une ado qui vit un peu dans les banlieues, la banlieue pauvre de Buenos Aires. D'ailleurs, Dolores Reyes, c'est une femme incroyable. Alors, c'est une femme qui a 7 enfants, elle est militante, elle vit dans la banlieue pauvre de Buenos Aires. Enfin bon, il y a toute une histoire autour de... C'est vrai que comme Etta From, c'est des femmes qui vivent aussi, je pense, peut-être... on sent que c'est très, très personnel ce qu'elle raconte, comme souvent les auteurs. Hein. Et donc, Manche-Terre, découvre qu'elle a une sorte de don. Et qu'en mangeant de la terre, elle arrive à avoir des visions. Là aussi, on a un peu un truc de mystique. Et voir ce qui est arrivé aux femmes qui ont foulé cette terre et qui sont mortes, comme beaucoup de femmes dans les quartiers pauvres argentins, soit kidnappées, violées, tuées. Voilà. Et ça commence par la mort de sa mère. Je ne vous dis pas trop plus. C'est la première scène où elle mange la terre au-dessus de la tombe de sa mère. D'ailleurs, s'il y a un personnage dans 100 ans de solitude qui mange de la terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui m'avait vachement marqué. Donc voilà, et là, Manche-Terre ingère donc cette terre et elle comprend que son père a tué sa mère. Et donc après, de toute l'Argentine arrivent des femmes, des hommes, des familles avec des bocaux, avec de la terre dedans, suppliant la petite Manche-Terre de trouver ce qui est arrivé, de comprendre ce qui est arrivé à leur fille, où est-elle, qui l'a enlevée, qui l'a tuée. Et ça alterne pas mal de scènes assez crues, je suis d'accord, enfin, sur la réalité de l'Argentine, et des rêveries incroyablement gothiques et sombres qu'elle peut avoir, où elle entrevoit les destins absolument, parfois terribles de ces femmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a le style du réalisme magique que moi j'aime beaucoup, et j'ai trouvé que, d'une certaine façon, elle le réinventait un petit peu. C'était pas ce que j'avais l'habitude de lire en termes de réalisme magique. Moi, j'adore, enfin voilà, c'est pas très original, mais j'adore ce genre, et c'est ça aussi qui m'a plu dans le roman de Dolores. Je crois que si un jour on devait former un club de personnes qui n'arrivaient plus à lire ou qui avaient perdu foi en la lecture, je pense qu'il faudrait revoir ce replay et votre discours d'Anna Burlak. Mais c'est trop sympa. Non, mais franchement, c'est très agréable. C'est vraiment un exercice. Puis tous vos retours, enfin moi, ça me fait chaud au cœur, quoi. Vraiment, c'est génial. Tant mieux. J'ai une question sur le livre numérique et le livre audio. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez développer? Alors, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que c'est vrai que vos romans sont plutôt, je les trouve très parlants, très cinématographiques aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait, notamment sur le livre audio? Ouais, mais alors en fait, le livre audio, c'est déjà, ça, on le voit moins, mais on a le service des sessions avec Sandrine et Elisa et Barbara. Et c'est vrai que souvent, beaucoup des livres sont cédés, enfin, passent en livre audio. Ça, c'est toujours Thibaut, c'est le cas, Abel Quentin, je pense. Enfin, donc, la plupart du temps, ça devient un livre audio. Et pareil, tous les livres existent sous forme numérique. Après, c'est vrai que c'est pas peut-être quelque chose qui est
on va dire… Alors, dans les maisons indépendantes, c'est moins le cas. Sûrement, oui. Pour les livres numériques, voilà, c'est moins le cas, mais sur les livres audio, je pensais que vous aviez je pensais que c'est vous qui décidiez de vendre les droits pour un livre audio ou pas. Ah non, en fait, c'est ce travail que font les sessions qui est d'envoyer à chaque fois les textes, les programmes, alors aux étrangers pour qu'ils en achètent les droits. C'est comme ça que, je sais pas, alors Anaïs, elle a été achetée par des Italiens. Alors, comme c'est quand même, on traverse une grosse crise, on ne va pas se mentir. De la même façon que nous, les Français, on achète moins de littérature étrangère, les étrangers achètent moins de littérature… les étrangers vont moins acheter littérature qui vient de France ou d'autres pays parce qu'on dit que ça coûte moins cher, évidemment, de faire un roman français parce qu'on ne paye pas les droits de traduction. Vous voyez, mais donc du coup, avant, je pense qu'il y a 15 ans, quand on faisait un roman français, on pouvait le vendre dans 15 pays, dans 20 pays. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais donc, ça se travaille. C'est comme les poches. Et c'est pareil pour le livre audio. C'est pareil pour les droits, les droits ciné. Ça se travaille. On essaie de voir des producteurs, voilà. C'est évidemment le rêve de tout éditeur, c'est d'avoir une adaptation audiovisuelle. Il y en aura une pour Abel Quentin, pour Sœur, par exemple. Même si c'est un système qui s'appelle les options. Vous savez, donc en fait, souvent les boîtes de prod posent une option, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais par exemple, pour Abel Quentin, a priori, ça va se faire. Donc, non, tout ça, c'est l'avantage d'être une petite maison au sein d'une structure humaine. Ça a donc un département juridique, un département des sessions, un département… Et c'est agréable parce que voilà, on peut peut-être… Ça vous décharge, vous consacrez davantage à l'édition, du coup, forcément. Ouais. Mais on suit ça, mais on travaille ensemble, on suit ça de près. Par exemple, moi, comme je connais bien la littérature étrangère, je vais parler du roman de Thibaut, je vais parler des romans français à mes amis éditeurs étrangers en leur disant « Ah ben regarde, il y a ci, il y a ça ». Mais bon, on sent bien que les éditeurs étrangers sont plus frileux, comme nous, parce que ils ont tendance à aller vers des valeurs sûres et moins acheter, on va dire, un premier roman. Voilà. Mais on y arrive. Thibaut, je crois qu'il a été vendu… pas dire de bêtises, en Turquie, en Russie. Enfin, voilà, donc c'est des… Voilà, et parfois il y a des pays, Anaïs, c'était Odile d'Outremont, c'était en Allemagne, en Espagne, en Italie. Enfin, voilà, c'est… Surprenant. Stéphanie ? Oui, j'ai une question par rapport aux blogueurs. Donc, est-ce que vous lisez dans les maisons d'édition, est-ce que vous lisez vraiment les avis des blogueurs? Est-ce que vous regardez en fait sur les blogs, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que c'est une voie intéressante pour faire vivre les livres? Enfin, voilà, je voudrais juste avoir votre regard. Moi, c'est pas pour… je dis pas ça encore une fois par langue de bois, mais quand je suis arrivée chez De Noël, je me souviens, il n'y avait pas de réseaux sociaux et pas de blogueurs. Donc moi, en plus de faire l'édito, je l'avais dit, je vais m'en occuper. Donc j'animais les réseaux sociaux et j'avais lancé, enfin je ne veux pas faire, mais c'est moi qui avais lancé à l'époque, mais en plus avec le peu de connaissances que j'avais, mais le partenariat avec les blogueurs. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert tout ça. Et donc après, on va dire que j'ai passé le relais à quelqu'un qui faisait ça. Mais c'est comme ça que j'ai découvert ça, que on faisait des petits déj avec les blogueurs et que j'ai découvert… Alors même si dans des grandes maisons, parfois là-haut, tout là-haut, on vous dit oui, à quoi ça sert? Alors qu'à l'observatoire, pas du tout. Amandine, Hélène, on est tous… Enfin, de toute façon, tout est important. Donc, non, c'est pour ça que là, non, je suis assidûment. C'est pour ça que j'ai vu votre post Moon Palace, c'est ça, Stéphanie? Et donc, je l'ai envoyé tout de suite à Maud Simoneau, qui était trop contente. Elle-même, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais tout le monde lui envoie en permanence tout ce qu'il trouve sur Instagram. Pareil pour Karine Silla, dès que je vois un truc, je lui envoie. Enfin, c'est hyper important pour l'auteur, mais de deux, ça nous… Parfois, je lis des commentaires de blogueurs, mais pas forcément positifs, parfois c'est négatif, c'est hyper intéressant, parce que c'est jamais méchant. Enfin, honnêtement, jamais… alors que dans la presse, parfois, ça peut être un petit peu dur, mais c'est jamais méchant. Donc moi, non, on lit tout. On a une revue de presse qui comprend la presse et les blogs, évidemment. Ouais. Et justement, par rapport aux journalistes, sur la vision d'avenir, entre guillemets, pour une maison d'édition, est-ce que c'est quelque chose… On entend souvent le discours des maisons d'édition qui disent les journalistes, c'est terminé. Pour nous, ils lisent pas les livres,
voilà, on oublie cette cible-là, on se consacre sur les lecteurs et notamment les blogueurs. Est-ce que vous êtes aussi dans ce cheminement-là où, évidemment, la presse est capitale, vous ne pouvez pas vous en passer, mais quel est votre avis là-dessus? Ah ben, c'est vrai que là où j'étais avant, comme il y avait beaucoup de bouquins, parfois il y avait un peu de quoi désespérer et on se disait, de toute façon, à quoi ça sert, en gros. Mais là, du fait de la production resserrée, et aussi parce que je pense que Muriel Beyer, c'est vraiment une communicante. Enfin, je veux dire, je crois que c'est la reine de la com. Enfin, j'espère que c'est vraiment un compliment. Et on a 3 attachés de presse. C'est pour toute la production, donc c'est vraiment bien. Et non, non, évidemment, c'est travailler à fond. Et du coup, ça va un peu redonner, pas espoir, mais évidemment, peut-être qu'un article dans Le Monde ne fera pas vendre, mais ce n'est pas le problème. Si on article dans Le Monde, on a des chroniques, on a des coups de cœur de libraire, peut-être que là, le livre va trouver ses lecteurs. Donc non, ça m'a un peu redonné foi justement en tout ça et on se dit que, en fait, c'est pas aussi prescripteur qu'avant, ça c'est sûr. Avant, je pense que, enfin, en gros, un article dans Télérama et dans Elle et bim, ça y est, quoi, gros succès. Maintenant, c'est plus comme ça, mais ça aide. Tout est bon en fait pour promouvoir un livre, quoi. Donc non, non, ouais, j'ai retrouvé un petit peu d'enthousiasme. Et du coup, c'est vous qui regardez ça directement, c'est pas forcément le community manager de l'Observatoire. Ah si, bien sûr. Mais ça, de toute façon, c'est Hélène. Comme on est une petite équipe, c'est Hélène, Amandine qui me... Et je travaille beaucoup, beaucoup aussi vraiment avec Amandine. On avait fait un Instagram live. Moi, j'avais jamais fait ça. Et Amandine, elle me forme, elle me prépare. En fait, moi, après, je suis un peu... j'aime vraiment être préparée. C'est comme, avant de vous parler, voilà, j'avais pas besoin de réviser. Mais j'aime bien me replonger un peu dans ce que j'ai pu lire et faire autour des bouquins. Et Amandine, la Bansat, qui est l'attachée de presse, elle me coach, mais ouais, on parle vachement des choses avant. Donc évidemment, avant toute chose, il y a Amandine, Hélène, et qui ensuite me disent... Et puis, on reçoit tous les jours la revue de presse, donc vraiment, ça permet d'avoir toutes les infos en temps réel. Et que l'auteur, parfois, ce qu'on veut éviter, c'est que c'est l'auteur qui vous envoie hey, j'ai lu ce truc. C'est bien de savoir avant eux et de leur dire voilà. Surtout si, parfois, il y a une critique négative et qui tombe dessus. Voilà, c'est bien si je l'ai vu avant que je les prépare. Et qu'est-ce que vous en pensez des critiques négatives, justement? Excuse-moi, Anthony, je t'ai coupé. Non, j'allais te poser la question. J'allais poser exactement la même. Ok. En fait, moi, ce qui est parfois, les auteurs, parfois, ça les vexe. Là, je veux pas citer. J'ai eu un cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, et moi, ce que je leur dis, c'est que c'est subjectif. Là, pour le coup, j'y peux rien. Donc voilà, après, ça les heurte un peu parce que ça dépend, en fait. Ça dépend de comment c'est dit. Hein. Ouais, ça dépend de comment c'est dit. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'avec, chez De Noël, c'était pareil, qu'avec, par exemple, les blogueurs, c'était jamais méchant. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'était jamais agressif ou c'est quoi cette couve de merde ou, enfin, s'il y en a un qui aime pas la couve ou qui a pas trop aimé le texte, il le dit, mais c'était pas méchant. Et après, en presse, parfois, ça peut être un peu, ouais, ça peut être un peu dur. Mais bon, ça, voilà, ça dépend. C'est plus l'auteur qu'il faut ménager. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. C'est la vie. Je me dis que c'est totalement de la même manière que choisir un livre, c'est un peu subjectif. Je me dis que c'est ouais. Donc ouais, ça me dérange pas trop. Là où c'est peut-être plus dur, c'est lorsqu'il n'y a quasiment que des avis négatifs. Là, ça peut être plus délicat peut-être à défendre. Ah oui. Et encore. Mais ça, franchement, je sais pas si ça m'est déjà. Non. Après, là, je disais tout à l'heure, mais ça ne concernait pas mes bouquins, mais je réécoutais des passages du Masque et la Plume. C'est moi, c'est atroce. C'est violent. Ah là là, avec Lise, on écoutait un passage où il parlait de la goûteuse d'Hitler, c'est ça le nom du bouquin? Oui, c'est ça. Mais c'est d'une cruauté. Non, voilà. Donc bon, ça, je sais pas. C'était un peu violent, mais bon, après, ils donnent leur avis, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu... ils y vont, quoi. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe, d'Anna, pour les réseaux, qui va forcément être diffusée en masse. Donc voilà, préparez-vous. Je vais en faire 2 parce qu'on est très nombreux, donc l'écran ne supporte pas tout le monde. Ouais, voilà, tout le monde s'active, tout le monde se recoiffe.
Attendez. Ok. C'est bon, super. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question pour terminer? C'est bon? Alors, il est temps de vous remercier, Dana. C'était un échange assez magique pour nous, sincèrement. Moi aussi, c'était super, vraiment. Sincèrement, vous avez un discours qui est puissant, qui est naturel surtout, et ça, on aime énormément. Alors, merci Dana pour ça, pour vous connaître déjà et surtout merci, pour connaître vos Anthony. livres. Merci à vous. C'était vraiment un échange riche et passionnant et sincèrement, apparemment, hein, tout le monde est conquis. Hein. Aucune critique négative pour le coup. Hein. Ah bah... non, merci tout le monde. Franchement, c'était trop sympa. C'est un bonheur vraiment. Et merci à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes, j'en vois. On est peu. Ouais, mais 1, 2, 3. Mais je vois pas. Il y a 2 pages en fait. Je vois pas tout le monde. C'est ça. Les 4 vous avez l'avantage de faire une tête. Ouais, il y a des têtes que j'ai déjà vues en vrai. Et là derrière l'autre page, vous avez la chance d'avoir 2 pages. Certaines rencontres n'en ont qu'une. Non, mais merci à tous. Oui, trop bien. Merci mais en beaucoup. tout cas, vu le nombre d'inscriptions, on peut considérer que l'Observatoire donne envie, clairement. Bah, ça fait chaud au cœur et on recommence quand vous voulez. Avec grand plaisir et pourquoi pas avec un auteur. Ouais, avec Sigolène. Avec Sigolène, ouais. Michel, franchement, il y a ouais. Avec qui vous voulez. Il y a matière. Ouais. Bon, super. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci et à bientôt. Merci Dana. bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.